97% des entreprises échouent parce qu'elles ne se concentrent pas sur les bonnes choses. Au lieu de se concentrer sur les choses qu'ils aiment faire, ils doivent commencer à se concentrer sur les choses qui doivent être faites pour développer leur entreprise. Jouez à un jeu pour trouver des gens formidables. En tant que propriétaire d'entreprise, si vous jouez à ce jeu de personnes, vous pensez vraiment que j'ai besoin de créer une marque comme un endroit où les gens viennent pour trouver le succès. Quand vous pensez que vous êtes devenu bon dans quelque chose, vous n'êtes peut-être pas si bon dans cette chose. Je constate que beaucoup de propriétaires d'entreprises ont vraiment du mal avec ce niveau de sérieux et cet engagement parce qu'ils créent une entreprise autour d'un style de vie. Si vous n'avez pas de personnes autour de vous pour vous dire ce qui vient ensuite ou pour vous aider à vous préparer à ce que cette expérience est, vous avez l'impression que votre but a disparu. Pour les choses importantes dans la vie, assurez-vous que votre quête de perfection ne vous empêche pas d'avancer. Bienvenue sur Scott D. Clary, podcast Histoire de succès. Scott Clary, votre hôte. Nathalie, je suis très excité de m'asseoir. Nous allons nous amuser beaucoup. Je veux commencer par ça. Donc, votre thèse est que 97% des entreprises échouent parce qu'elles ne commencent pas le travail. Maintenant, je veux définir commencer le travail parce que la plupart des entrepreneurs penseraient « j'ai commencé mon entreprise ». J'ai commencé le travail? Ce n'est pas le travail dont vous parlez. Pourquoi 97% des entreprises échouent-elles? 97% des entreprises échouent parce qu'elles ne se concentrent pas sur les bonnes choses. Je crois que si vous voyez une entreprise dans l'espace e-com, une entreprise dans l'espace chauffage, ventilation et climatisation, une entreprise dans l'espace chiropratique, quelle que soit l'entreprise dont nous parlons, il y a une autre entreprise dans cette même industrie qui gagne, qui réussit, qui a su s'adapter à toutes les conditions du marché. Même si vous êtes une imprimerie et nous savons qu'il y a moins de demandes d'impression aujourd'hui qu'il y a 20 ans, il y a encore des exemples de réussite dans ce domaine. La question doit donc être, sur quoi ce propriétaire d'entreprise et cette équipe de personnes ont-ils consacré leur temps qui est différent de là où vous passez votre temps? Ils ont découvert quelque chose de différent, trouvé un meilleur ajustement produit-marché et compris comment communiquer leurs produits et services mieux. Ils ont compris ce qu'ils devaient ajuster et ils ont vraiment appris à travers le processus de croissance et d'expansion de leur entreprise. Maintenant, une fois que vous avez atteint l'ajustement produit-marché, ma perception, et en travaillant avec les propriétaires d'entreprises avec lesquels je travaille, c'est qu'au lieu de se concentrer sur les choses qu'ils aiment faire, ils doivent commencer à se concentrer sur les choses qui doivent être faites pour développer leur entreprise, comme créer des systèmes et des processus et vraiment mettre en place les fondations. Cependant, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'ajustement produit-marché et ciblent leur clientèle avec une communication adaptée, ils n'ont pas besoin de se focaliser sur le début du travail, qui est le titre et le cadre de mon prochain livre. Parce que leur travail est bon et mérite d'être poursuivi. C'est un travail crucial, mais ils atteignent un point de rupture. Ce point de rupture se produit autour de la marque de 3 millions de dollars de revenus pour la majorité des entreprises. Et lorsque cette marque est atteinte, lorsqu'ils ont trouvé le moyen de présenter leurs produits et services à leurs clients et qu'ils ont continuellement démontré qu'ils peuvent le faire, le travail représente un ensemble de défis totalement différents. Il s'agit d'une approche complètement différente qu'ils doivent commencer à mettre en avant. Je constate que la plupart des propriétaires d'entreprises ne priorisent tout simplement pas ces aspects. Ils se concentrent toujours sur l'aspect des ventes en restant proches du client et en cherchant à devenir de meilleurs vendeurs. Dans une entreprise de 3 millions de dollars, vous n'avez pas besoin de continuer à vous concentrer sur le fait d'être un meilleur vendeur. C'est un ensemble totalement différent de choses que vous devez commencer à faire et forcez-vous et votre équipe à mettre en place afin de vraiment développer cette entreprise. Alors, j'ai une histoire intéressante. Alors, je ne nommerai pas le nom de l'entreprise, mais je connais un fondateur d'entreprise. C'était une entreprise de 10 ans avec un chiffre d'affaires d'environ 10 millions. Le fondateur était responsable car il détenait tous les comptes principaux depuis le début, lorsqu'il démarrait l'entreprise en démarchant pour conclure des affaires. Il était probablement responsable d'environ 4 millions de dollars sur les 10 millions de chiffre d'affaires, ce qui est absolument incroyable. Alors pensez aux problèmes de sortie, d'expansion, tout ça, d'accord? Donc ce point de rupture à 3 millions, vous avez évoqué l'adéquation produit-marché et le point de rupture à 3 millions. J'aimerais que vous détailliez ces points pour plus de clarté. Vous avez parlé de se focaliser sur des activités amusantes, sans forcément viser grand. Détaillons d'abord certains de ces concepts pour fournir du contexte et un cadre. Alors l'adéquation produit-marché, comment définissez-vous l'adéquation produit-marché pour une entreprise?
Une fois qu'une entreprise a déterminé quel est son produit et qu'elle peut vendre ce produit de façon constante via un seul canal, peu importe le canal d'acquisition, je n'ai pas de mesure que j'utilise et que je suis comme, vous êtes là et vous comprenez le marketing et les ventes, le quotation assisté en continu, le ratio loan to value par rapport au quotation assisté en continu. Ce que nous recherchons, c'est dans les entreprises standards, chauffage, ventilation et climatisation chiropratique, agence de marketing, à 3 millions de revenus. Si vous n'êtes pas la personne qui continue à vendre ce produit dans votre entreprise, vous avez compris comment avoir un produit ou un service. Quoi que vous vendiez, que vous êtes capable de développer si vous deviez ajouter un canal supplémentaire en dehors de ce premier canal. Voilà ce que nous recherchons chez les entreprises que nous considérons comme adaptées au marché des petites et moyennes entreprises. D'accord. Cool. Donc, ils ont une source de revenus et un canal. Ils essayent de trouver comment diversifier, mais ils ont des clients payants. Tout fonctionne. Ils atteignent 3 millions de dollars. Je trouve ça intéressant car je pensais qu'un point de rupture dans l'entreprise était d'environ 10 millions et 50 employés. Donc, quand cela commence à se compliquer, et c'est à ce moment-là que vous devez embaucher, parlons du directeur des opérations. Avec iOS, on le nomme intégrateur. Il y a toutes ces différentes versions, n'est-ce pas? Alors, que se passe-t-il à 3 millions? Parce que 3 millions, je suppose, parce qu'un solopreneur pourrait monter à 1 million, je suppose, dans la plupart des cas. Que se passe-t-il dans la majorité des petites et moyennes entreprises avec 3 millions? Les processus se brisent. Le propriétaire de l'entreprise, il ne peut plus continuer à être la personne qui dirige son entreprise. Ils doivent avoir d'autres personnes, une sorte d'équipe de direction. Ce n'est pas une suite C, ce n'est probablement même pas une suite VP. Ils font venir des directeurs. Imaginez une équipe de vente typique avec un vendeur. Voici comment démarrer votre entreprise. La plupart des propriétaires sont souvent aussi les vendeurs. Pour se dupliquer dans la vente et se concentrer sur les opérations, certaines tâches RH et de marketing pourraient être déléguées. Ils doivent embaucher un deuxième vendeur qui est responsable des ventes. Puis, lorsque ce vendeur continue à faire ce qu'il doit faire pour vendre à l'intérieur de l'entreprise avec un seul vendeur, ils ne peuvent que comprendre comment... Je me sens complètement perdu dans mes pensées. Non, ils ont un vendeur et ils doivent le reproduire. Mais évidemment, ils doivent ensuite embaucher plus de personnes, bien sûr oui, mais c'est difficile parce que si le premier vendeur est le fondateur et qu'il le passe à un vendeur, les performances vont immédiatement chuter parce qu'ils ne sont pas aussi investis dans l'entreprise que le fondateur l'était. Et puis, ils sont déjà genre, d'accord, donc maintenant, j'investis dans cette personne. Même s'ils obtiennent 20 prospects par semaine, ils ne convertissent pas à 30%. Ils convertissent à 10%. Et puis tout cela commence à se décomposer et la machine. Le développement est freiné car la personne embauchée se compare souvent à ses propres performances en tant que fondateur, ce qui rend la croissance effrayante. Alors ils reviennent par défaut à faire les choses eux-mêmes, ce qui n'est pas bon et ils ne veulent pas perdre la relation avec ces comptes de grande valeur et tout le reste. Puis ils reviennent à l'intérieur de la fonction. Exactement comme le vendeur, d'accord. Donc vous les gars, à ce point de rupture particulier, quelle est la meilleure pratique parce que vous travaillez avec et je veux en savoir plus sur d'où vous venez et comment vous avez construit cet argent parce que maintenant vous avez plus d'1 milliard sous gestion, ce qui est absolument phénoménal. Mais donc maintenant, vous pouvez tester des choses à grande échelle, ce qui est toujours amusant, mais ce point de rupture de 3 millions de dollars, les gens vendent, les fondateurs vendent pour embaucher un commercial. Ça ne fonctionne pas. Problème fréquent dans les petites et moyennes entreprises et petites entreprises. Que faites-vous avec ça? Quand ils savent que ce n'est pas... Qui fonctionne. Quand ils savent que ça ne fonctionne pas, est-ce les gens? Quels processus font que le montant dépasse les 3 millions de dollars? Ils doivent se dupliquer car ils sont toujours ceux qui occupent ces fonctions parce qu'ils ont embauché la personne. Ils ont embauché le commercial, ils ont embauché le responsable marketing. Ils ont une sorte d'équipe de direction en place, mais ce ne sont pas réellement ceux qui savent comment faire ce qui est nécessaire pour accomplir ce qui doit être fait dans ces entreprises. Et donc, ce que nous examinons à la marque des 3 millions, c'est comment le fondateur prend le jeu de compétences qu'ils ont et le duplique vraiment en examinant les mesures chaque jour. Quelles sont les mesures internes de cette entreprise pour informer le fondateur? Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas? Quand ils ont les mesures en place et qu'ils voient ce qui ne fonctionne pas. En tant que propriétaire d'entreprise, au lieu de vous concentrer uniquement sur ce qui ne va pas et de tenter de le réparer au jour le jour, réfléchissez à ce qui a fonctionné pour vous lors du processus de vente. Identifiez les aspects positifs de votre expérience. Quelle était la documentation et tous les appels de vente enregistrés pour vous dans cette fonction?
Il en va de même pour votre marketing. Si vous ne regardez pas vos prospects tous les jours, et c'est choquant lorsque vous travaillez avec des propriétaires d'entreprises qui sont dans des industries plus petites et qui sont plus fragmentées, ils n'ont pas accès à des choses comme des gestions de la relation client où ils ne pensent pas qu'ils en ont. Ils ne réalisent pas que c'est problématique. Ils ne vérifient probablement leurs finances que trimestriellement. Et donc, vous mettez vraiment cette structure en place à l'intérieur de l'entreprise pour informer le fondateur ou l'entrepreneur de ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Assembler une équipe pour aider à résoudre ce problème est leur prochain ensemble de défis, car ils voient maintenant ce qui ne fonctionne pas. Mais ensuite, ils jouent les pompiers en étant ceux qui le réparent. Nous constatons donc que vous devez établir cette fondation. À quoi ressemblent les processus de revue financière? Regardent-ils même leurs finances de manière constante et attendent-ils de leur comptable externalisé? Car ils ne peuvent probablement pas se permettre d'embaucher quelqu'un en interne, de voir quand cela se produit, de regarder les bons chiffres pour ensuite pouvoir formuler un plan. Si je me trompe sur mon bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement, si je me trompe sur mes revenus, que dois-je réellement faire pour corriger cela? Mais je ne sais même pas si je dois corriger cela sans le regarder. Le premier point de rupture concerne les éléments fondamentaux. Revue financière, indicateurs, formation et duplication du propriétaire en membres supplémentaires de l'équipe. Cela permet à l'entreprise d'aller vers le prochain point de rupture. De 3 millions de dollars à 8 millions de dollars de revenus, ce qui ensuite vous regardez. Embaucher un autre acteur de leadership pour réellement mettre en place ces systèmes et processus corrects parce qu'ils se concentrent sur les mesures qu'ils ont suivies. Donc, vous savez, cet exemple que j'ai mentionné, je pense que cet exemple n'a été autorisé à exister que parce que le fondateur était si fanatique pour conclure des affaires. Il a donc réellement développé l'entreprise plus qu'il n'aurait probablement dû avant de mettre en œuvre toutes ces différentes procédures opérationnelles standards et systèmes et processus. Parce qu'il ne pouvait pas faire venir quelqu'un qui pourrait générer 4 millions de revenus. Non, il ne pouvait pas. Non, bien sûr que non. Aucun représentant commercial ne pourrait jamais faire cela. Si je me souviens bien, chaque représentant commercial faisait un peu moins d'1 million et lui-même clôturait 4 millions et il y avait évidemment un déséquilibre massif quant à qui il pouvait embaucher. Mais je pense aussi qu'une chose intéressante dans le domaine avec lequel vous traitez, qui je pense est plus un problème avec l'entrepreneuriat en général, nous regardons toutes ces startups technologiques soutenues par des VC, des anges de la Silicon Valley, et elles construisent leurs entreprises. Ils ne sont pas rentables et brûlent de l'argent, levant constamment des fonds pour les prochains tours. Et ce sont comme les influences entrepreneuriales auxquelles beaucoup d'entre nous succombent. Vous venez de mentionner la climatisation. Vous avez mentionné les services basés, médicaux, dentistes, agences. Donc, je pense que le problème est vraiment que vous avez quelqu'un qui a construit une excellente entreprise de climatisation et ils se disent « Mince, je fais 1 million de dollars, 1,5 million et comme je ne peux pas embaucher entre 3 personnes à l'intérieur, un représentant commercial et un comptable, puis 2 autres directeurs de compte avec 1 million de dollars et c'est ce qui fait du tort aux gens parce qu'ils apprennent des mauvaises personnes. Ils apprennent des mauvaises personnes. Il n'y a pas, je ne connais pas un seul entrepreneur en climatisation, leader d'opinion sur les réseaux sociaux, mais je connais Jason Calacanis. Je connais tous les gars de e-Combinator. Je connais toutes ces personnes qui sont super bruyantes sur Twitter et qui créent des podcasts. Et puis vous suivez des gens comme Adam Newman qui... Histoire incroyable, non? Ce sont les personnes qui vous inspirent à apprendre à bâtir une telle entreprise. Mais d'abord, je ne crois même pas que beaucoup de gens devraient construire une entreprise basée sur l'argent de capital risque. Je crois que construire des entreprises rentables dès le départ est comme un super pouvoir car cela vous prépare à être un entrepreneur prospère. Alors, Qu'est-ce que c'est? quel est le plan d'action pour quelqu'un qui est dans un service basé ou même non basé sur le service? Vers qui devrait-il se tourner et qui imiter? Qui a réussi cela à plusieurs reprises avec brio? Qui est de meilleur à influence entrepreneuriale que tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, YouTube, les podcasts et tout ce truc? Parce que nous desservons toutes ces différentes industries. Nous sommes agnostiques de l'industrie. Nous avons effectivement des investissements dans le secteur de la santé. Nous avons des investissements dans le chauffage, la ventilation et la climatisation. Nous investissons dans la toiture et le dentaire. Nous constatons que dans chacun de ces secteurs, il y a des micro-influenceurs qui sont passés d'être le dentiste, ayant leurs mains dans la bouche de quelqu'un, à l'expansion à 15, 25, 45 emplacements dentaires. Et ils créent du contenu, mais ils ne créent pas de contenu où ils obtiennent des millions de vues et ont tous ces abonnés à
Leurs vidéos YouTube ciblent un public de niche spécifique. Et donc, pour chacun de ces verticaux, nous constatons qu'il y a des influenceurs, mais ils ne sont pas au niveau. Ils sont très spécifiques, comme Tommy Mello dans le domaine des portes de garage. C'est tellement niche. Portes de garage? Oui. Il a vendu son entreprise pour 1 milliard de dollars dans le domaine des portes de garage. Spatial? Oui. Donc là, vous avez quelqu'un qui va probablement créer une influence plus grande parce qu'il a fait quelque chose de si spectaculaire, mais cela a commencé comme un simple gars qui cherchait comment vendre des portes de garage. Et donc, à mesure que les gens réussissent davantage grâce au marché qui, je suis désolée, les industries qui sont en vogue en ce moment et qui obtiennent une énorme valorisation, quelqu'un comme Ken Goodrich dans le domaine de la climatisation vendant Gettle, il l'a vendu maintenant 3 fois pour plus de 250 millions de dollars. Ils commenceront à sortir et à avoir une présence sociale plus importante et ils créeront des guides spécifiques à chaque industrie sur comment faire cela, que vous soyez chiropracteur, dentiste ou quel que soit le secteur dans lequel vous vous trouvez. Les principes restent identiques. C'est pourquoi je suis très confiante en écrivant des livres comme Commencer le travail ou travail d'équipe, où au final, pour un propriétaire d'entreprise, prendre du capital risque est légèrement différent. Et nous ne sommes pas pour l'argent de capital risque pour la majorité des entreprises, car vous ne devriez vraiment pas accéder à ce capital à moins que vous ne connaissiez déjà les bases de ce qu'il faut pour diriger une entreprise. Et la majorité des propriétaires d'entreprises n'essaient pas de lever des capitaux de capital risque, mais ils pensent que, peut-être que c'est intéressant ou excitant. Ils devraient vraiment se faire d'abord mettre à l'épreuve en créant une agence de marketing ou en embauchant leur première équipe ou en déterminant certaines de ces compétences fondamentales standards. Comment examinez-vous un ensemble de documents financiers dans une entreprise? Avez-vous cette compétence de base avant d'aller demander de l'argent à quelqu'un, encore moins à vos amis et à votre famille pour de l'argent? Comme vous devriez avoir ces compétences commerciales très fondamentales en place, où vous avez démontré que vous êtes la bonne personne pour que quelqu'un place de l'argent avec vous et non pas sur un espoir et un rêve, mais sur un véritable exemple vivant de ces moi qui démontrent que je sais réellement de quoi je parle, que je suis capable de commercialiser, que je suis capable de résoudre un véritable problème. Et vous n'obtenez pas cela sans avoir une sorte d'expérience. Alors, le facteur X, et je suis tout à fait d'accord. Je pense que trop de gens lèvent des fonds. Si vous ne savez pas lire ou créer un compte de résultats, c'est un gros problème. Donc, en résumé, ne levez pas de fonds pour la plupart des entreprises. Construisez-les de manière rentable dès le début. Mais le facteur X est la construction de procédures opérationnelles standards. Les gens comprendront le concept de construire des systèmes et des processus autour de ce qu'ils savent. Même s'ils ne le font pas, ils peuvent le faire demain. Le facteur X, ce sont les gens. Le facteur X, ce sont toujours les gens. Et j'ai entendu cela encore et encore, surtout après coronavirus disease. Et même, tu ne sais pas comment est le reste des États-Unis pour le reste du monde, mais j'ai des amis qui dirigent des entreprises et je n'ai pas eu à embaucher de personnes aux États-Unis depuis la fin de coronavirus disease. Donc, j'ai pu embaucher partout dans le monde. Avant coronavirus disease, c'était une autre histoire. Nous avions des gens au Canada et aux États-Unis, mais après coronavirus disease, c'était partout. Mais j'ai des amis qui ont essayé d'embaucher et ils disent que le paysage des talents après coronavirus disease est très difficile. Il est très dur de trouver des gens bien. Ces gens ne sont pas de mauvais chefs d'entreprise, mais leurs histoires sont parmi les plus folles. Comme si quelqu'un allait être embauché en tant qu'employé W2 et négocier son salaire. Et puis la première semaine, ils diront « je veux plus d'argent ». Comme des choses qui ne se sont pas passées dans ma vie du moins. Donc le facteur X est toujours les gens. La première personne comme cette entreprise dirigée par le fondateur gagne elle-même de l'argent. Il recrute un commercial probablement moins efficace que le fondateur pour conclure des ventes. Donc ces premières embauches sont super important. Comment? Naviguez-vous dans le climat des talents? Comment trouvez-vous la bonne personne? Quel est votre cadre? Parce que maintenant, vous avez des milliers d'employés. Donc vous avez compris. Quelle est cette stratégie? Je suis fermement convaincue que le succès en affaires passe par la création d'un jeu de personnes et vous devez vous considérer en tant que fondateur, en tant qu'entrepreneur, jouant un jeu pour trouver des gens formidables. Ce n'est pas juste. Je vais trouver quelqu'un pour résoudre ce problème. Et je joue à ce jeu de dames où c'est juste une pièce à la fois. Oh, j'ai besoin d'une personne en marketing. Oh, j'ai besoin d'un vendeur. Je vais maintenant sortir recruter. C'est un jeu auquel tu dois participer. Pendant une longue période pour aider le marché à comprendre pourquoi tu es le fondateur ou l'entrepreneur ou l'entreprise avec laquelle les gens formidables veulent travailler.
Alors, comment faites-vous la promotion de votre entreprise en tant qu'excellent lieu de travail? Chez Cardone Venture, parlez-vous des gains réalisés non seulement par vos clients, mais aussi par les membres de votre équipe? Des membres de notre équipe qui gagnaient 60 000 $ par an ont vu leur salaire augmenter depuis qu'ils travaillent avec nous. 400 000 $ par an. Nous ne sommes en affaires que depuis 5 ans. Nous mettons en avant ces histoires, mais nous y pensons lorsque nous embauchons initialement quelqu'un qui dit « Je gagne 60 000 $ par an ». Je postule pour un emploi ici avec cette rémunération, mais j'ai des objectifs radicaux. Comment trouver des personnes ayant des objectifs ambitieux tout en étant à un niveau abordable pour l'entreprise lors de l'embauche? La plupart des entreprises ne peuvent pas se permettre d'embaucher quelqu'un à 400 000 $. Ils ne peuvent pas se permettre d'embaucher quelqu'un qui a faim, qui gagne 60 000 $, qui aspire à gagner 400 000 $, mais qui n'a aucune idée de comment y parvenir. S'ils savaient comment faire, ils gagneraient déjà 400 000 $. Nous vivons dans une économie de marché libre. Si quelqu'un pouvait gagner cette somme d'argent en descendant la rue, il le ferait. Et donc, en tant que propriétaire d'entreprise, et si vous jouez à ce jeu de personnes, vous pensez vraiment à « je dois créer une marque pour notre organisation où les grands talents nous considèrent comme un endroit où les gens viennent pour trouver le succès et pour que leur succès soit plus facile avec moi qu'ils ne le seraient capable de réussir avec quelqu'un dans la rue. » Alors, comment faites-vous la promotion de cela? Comment recrutez-vous constamment des gens et publiez des offres d'emploi, même si vous n'embauchez pas pour ces rôles, pour dire au marché que vous recrutez et que vous êtes constamment à la recherche de grands talents? Et une fois qu'ils franchissent la porte, comment montrez-vous que vous êtes réellement intéressé par leur succès? Je pense que ce qui nous a rendu réussis sur ce marché de l'embauche au cours des 5 dernières années, avant et après le coronavirus disease, c'est que vous avez l'opportunité de travailler aux côtés de véritables leaders dans un environnement de travail non virtuel. Nous avons un bureau ici. Nous avons un bureau à Scottsdale. Ils voient comment je travaille chaque jour. Ils voient comment Brandon travaille chaque jour. Ils côtoient constamment avec nous pour résoudre les plus gros problèmes au sein de notre organisation. Et si vous prenez cela et l'appliquez à une petite entreprise, nous avions exactement les mêmes principes il y a 5 ans que nous avons aujourd'hui. Nous créons cet environnement qui permet aux personnes qui ont ce rêve, cette espérance pour leur vie, parce que nous les ciblons en tant que parcours de candidat, pas seulement un parcours de client, en tant que parcours de candidat parce que nous jouons à ce jeu de personnes. Ce parcours de candidat leur montre qu'ils peuvent atteindre leurs objectifs personnels, professionnels et financiers en travaillant avec nous. Nous avons atteint un certain niveau de réussite personnelle, professionnelle et financière. Il y a donc un certain succès que vous pouvez suivre, mais nous avons des objectifs ambitieux pour cette organisation et sommes engagés dans la croissance. Donc, une fois qu'ils sont dans l'environnement, pour les garder, ils doivent réellement voir que nous faisons réellement les actions qui démontrent que nous sommes engagés envers ces choses. Donc, s'ils nous voyaient tout le temps en vacances, ou s'ils nous voyaient pas vraiment intéressés par leur succès, s'ils nous voyaient juste faire le travail à moitié avec nos clients, ce serait une histoire différente. Mais au lieu de cela, ce qu'ils voient, c'est une équipe de personnes et de leaders à l'époque où nous n'avions aucun employé jusqu'à aujourd'hui où nous avons des centaines d'employés qui travaillent le week-end et qui sont là avant les gens et qui sont là après le départ des gens. Et ils comprennent vraiment ce qu'il faut pour réussir. En somme, nous avons vendu le rêve avec le package complet. Nous faisons du marketing auprès des candidats que ce rêve est possible ici parce que nous avons cet objectif d'ici où cette entreprise se dirige à l'avenir. Et nous sommes vraiment clairs sur cet objectif. Et puis, une fois qu'ils arrivent, ils testent, observent et voient à quel point nous sommes sérieux. Nous devons donc être sérieux chaque jour. Et je constate que beaucoup de propriétaires d'entreprises ont vraiment du mal avec ce niveau de sérieux et cet engagement parce qu'ils créent une entreprise autour d'un style de vie. Et si vous voulez une entreprise de style de vie, et c'est tout à fait acceptable si c'est votre prérogative Metro Access, mais vous allez perdre une partie de personnes si quelqu'un d'autre n'est pas réellement en train de remplir leur part du côté des personnes. Ils ne sont pas des modèles à suivre pour cela. Vous perdrez cette personne et quelqu'un d'autre trouvera ce grand talent car il souhaite s'entourer de gens qui favoriseront sa réussite. Salut tout le monde, Scott à l'appareil. Je tenais à remercier sincèrement chacun d'entre vous. 6 ans de ce spectacle et c'est vraiment grâce à vous. Votre écoute, soutien et partage maintiennent cette chose en vie. Au début, je n'imaginais pas l'ampleur du projet, le nombre de vies touchées, d'histoires partagées et de leçons apprises ensemble. C'est vraiment humbling et je crois que nous construisons quelque chose de vraiment spécial ici, une communauté où personne n'a à réinventer la roue. Nous sommes tous dans le même bateau apprenant et grandissant. Voici ma demande. Si cela vous a plu et fait une différence pour vous, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin.
Dites-le à un ami, postez sur les réseaux sociaux, faites ce qui fonctionne. C'est le meilleur moyen de maintenir cette chose forte, d'attirer des invités encore meilleurs et de partager plus de sagesse qui change la vie. Vous pouvez nous trouver partout. Vous pouvez donc aller sur successstorypodcast.com si vous aimez écouter des podcasts. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez aller sur YouTube. C'est youtube.com/c/ScottD ou la newsletter.scottdeclarycom. Il suffit de faire passer le mot. Je suis éternellement reconnaissant envers chacun d'entre vous. Continuons à apprendre, continuons à grandir et continuons à rendre ce monde un peu meilleur ensemble. D'accord, retournons à l'émission. Quand vous essayez de trouver ce haut performeur, parce que vous parlez de tous les super hauts performeurs, je veux dire quelqu'un qui gagne 400 000 $ est évidemment une personne très ambitieuse. Alors, comment faites-vous pour les amener à s'engager dans votre entreprise tout en ne les amenant pas à s'engager dans une autre activité parallèle, dans toute autre chose qu'ils essaient d'entreprendre, parce que maintenant, tout le monde essaie d'être leur propre influenceur. Et moi, je veux dire, je crois que si vous embauchez des gens, je suis ravi s'ils développent leur marque personnelle et démarrent un projet personnel. Cela les aide à améliorer leurs compétences. C'est mon avis personnel, de nombreux facteurs entrent en jeu. Mais pour vous-même, je suis curieux, vous savez, quand vous embauchez quelqu'un comme ça, il y a une très forte probabilité qu'il cherche la prochaine chose, comment gagner plus d'argent. Quand vous commencez à gagner 400 000, vous êtes confortablement pauvre à ce moment-là. Vous réalisez maintenant que la vie est belle, mais vous êtes aussi à Miami. Alors, comment puis-je gagner 1 million de dollars par an? Cela pourrait être avec une organisation ou non. Mais la personne qui gagne ce genre d'argent, je crois, est intrinsèquement très entreprenante. Je pense qu'ils sont quelque peu entreprenants parce qu'ils s'efforcent vraiment. Et s'ils mettent autant d'énergie dans leur propre entreprise, il y a une chance qu'ils puissent également réussir. Comment gérez-vous ce genre de personnalité? Parce que tout le monde veut cette personne. Mais peut-être est-ce plus facile si la personne va bien. Encore une fois, gagner beaucoup d'argent n'a rien de mal. Ça n'a pas d'importance. Mais si quelqu'un est satisfait de gagner 60 000 et qu'il ne cherche pas la prochaine chose et qu'il est heureux avec ça, alors peut-être que c'est moins un fardeau pour le... Entreprise. Nous commençons la conversation avec les membres de l'équipe autour de leurs objectifs personnels, professionnels et financiers. C'est un processus dans notre entreprise. Ils s'assoient avec leur leader et disent « Voici ce que je veux accomplir ». Donc, si cette personne dit « Je veux gagner 400 000 $ par an au cours des 3 prochaines années en travaillant ici », je veux ensuite comprendre à quoi ressemblera la situation dans 5 ans. En tant que propriétaire d'entreprise, je peux affirmer que c'est nul la plupart du temps. Et vous pourriez en fait vivre une vie fantastique en travaillant pour quelqu'un d'autre, en gagnant plus d'argent que vous n'en gagneriez par vous-même. Les statistiques le montrent, la plupart des entreprises ne génèrent pas de gros profits. Et même si vous prenez un haut performeur au sein d'une entreprise, cela ne signifie pas qu'il va devenir un propriétaire d'entreprise à haute performance et faire face à tous ses défis et à tous ses risques. Donc, lors de nos entretiens plan prévisionnel de formation avec un membre de l'équipe, s'ils me disent vouloir un jour posséder une entreprise, je dois vraiment comprendre pourquoi ils veulent être propriétaires d'une entreprise. Est-ce parce que vous devez être le gars? Ikio, cette qualité où certaines personnes sont juste comme « et je veux être le gars », je veux être moi-même. Je suis d'accord, c'est cool. Une partie de cela est un peu d'ego parce qu'ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Ils gagnent 60 000 $ par an et n'ont jamais créé d'entreprise auparavant. Ils ne comprennent pas à quoi ces composants vont ressembler. Et s'ils pensent qu'ils veulent être le gars, nous ne retiendrons probablement pas cette personne. Pour être franc, cela ne nous est pas arrivé depuis 5 ans. Nos meilleurs performers ne nous ont pas quittés, surtout ceux qui ont commencé tôt. Ceux qui gagnent, nous avons des gens qui gagnent 400 $, 500 $, 600 $. Le salaire de départ du mieux payé est probablement de 1,2 million de dollars par an. De salaire, c'est beaucoup d'argent en tant qu'employé. C'est un bon salaire. Et en sortant et en démarrant votre entreprise, il y a beaucoup de risques où vous ne pourrez pas remplacer ce revenu et toutes les choses qui entrent dans l'entrepreneuriat. Et donc, pour cette personne, nous demandons qu'elle se consacre entièrement à ses objectifs en se concentrant vraiment sur l'ensemble des problèmes que nous avons. Pour un haut performeur gagnant 400 000 $ par an, les problèmes rencontrés diffèrent d'un emploi de 9 à 5 classique. Et nous ne nous attendons pas à ce qu'il soit capable de résoudre ces problèmes à ce niveau de rémunération dans un environnement de 9 à 5, car il y a simplement plus de complexité que vous ne le pensez en pointant à l'entrée et à la sortie. Ce n'est pas cette mentalité. Alors, lorsque nous avons cette personne qui ne se voit pas être un employé pour toujours, comment créons-nous l'opportunité en tant que Cardone Ventures, en tant que petite entreprise, de leur montrer comment ils pourraient être un futur partenaire et construire au sein de ce que nous voulons créer,
qui est une organisation d'1 milliard de dollars. Il pourrait être le président de l'un de nos secteurs. Il pourrait présider notre secteur de la santé ou de nos secteurs de la climatisation, de la toiture ou dentaire et évoluer au sein de notre entreprise car nous voulons les garder. Ils auraient quand même la flexibilité et l'autonomie souhaitées, tout en pouvant le faire avec des gens sympas. Le plus difficile dans la création d'entreprise est de devoir le faire seul. Et c'est nul et c'est douloureux et la plupart des gens ne passent pas à travers cela. Alors pourquoi ne voudriez-vous pas continuer à travailler aux côtés de personnes qui vont toujours vous pousser et attendre plus de vous une fois que vous atteignez ce niveau et s'associer avec vous parce qu'il y a plus de coussins là que vous ne partez simplement et commencez votre propre entreprise. Et cela a été un succès pour nous parce que c'est une histoire facile à raconter aux gens. Et cela les aide également à se concentrer sur les problèmes d'aujourd'hui, au lieu de « je résous ces problèmes dans mon travail quotidien ». Mais maintenant, je résous aussi ces problèmes secondaires. Et maintenant, mon attention est divisée en 2 domaines différents. Cette personne sera moins bonne dans ces 2 choses que la personne qui se donne à fond et se concentre sur une seule chose dans sa carrière. Oui, ils prennent un risque sur l'organisation. Mais si nous continuons à démontrer que nous sommes là, que nous poussons, que nous grandissons, alors cette confiance et cette fidélité continuent à se construire. Donc le concept de donner la propriété à quelqu'un, pas seulement dans son travail, mais une véritable propriété sur un secteur ou des actions, je pense que c'est un outil tellement sous-utilisé, mais il est sous-utilisé pour une raison. C'est parce que les fondateurs et les entrepreneurs ont très peur de céder une partie de ce qu'ils ont construit. Ils ne souhaitent pas le faire de façon incorrecte et attribuer la propriété à la mauvaise personne. Et je ne sais pas si, par exemple, si quelqu'un chez Cardone Ventures, s'il prenait la présidence d'une division chauffage, ventilation et climatisation, s'il serait capable d'acheter et d'avoir des actions dans celle-ci. Je suppose que oui, à un certain niveau, s'ils ont montré qu'ils le peuvent dépasser et développer et construire cela. Nous avons discuté de l'élaboration de procédures opérationnelles standards et de la recherche des bonnes personnes. Mais ensuite, développer l'équipe de direction, développer les personnes qui sont entrepreneuriales, mais au sein de votre propre organisation. Peut-être que la propriété est un élément clé de cela. Alors, comment passez-vous de relions cela au livre et au cadre et au point de rupture de 3 millions à 8 millions de dollars? Vous devez commencer à introduire un autre niveau de gestion. Il peut s'agir de personnes très entrepreneuriales qui prennent un risque en investissant dans votre entreprise. Ils consacrent leur temps à votre entreprise. Quelle est la méthode pour trouver la bonne personne à qui vous pouvez donner la propriété, à qui vous pouvez faire confiance avec ce niveau de gestion et ce niveau de responsabilité pour dépasser ce seuil de 8 millions de dollars? Vous faites vraiment du marketing auprès de cette personne à travers chaque point de contact que votre marque crée en ligne. Et mon travail dans notre organisation consiste à parler à cette personne, ce qui est différent de parler à nos clients parce que je reconnais que nous n'allons pas gagner cela. L'organisation est compromise si nous échouons à recruter les bonnes personnes. Je fais du marketing pour les personnes souhaitant quitter leur emploi. Nous venons d'embaucher notre directeur financier, directeur des opérations qui a quitté Kohlberg Kravis Roberts. Il était le chef du trésor afin de comprendre notre entreprise et il est vraiment badass. Il a littéralement déménagé de New York pour rejoindre cette petite entreprise de 125 millions de dollars pour faire partie de ce que nous construisons. Mais la même chose que nous faisons aujourd'hui pour attirer des talents de Kohlberg Kravis Roberts est la façon dont nous avons commencé l'entreprise il y a 5 ans. C'est parler du fait que nous allons quelque part et avons une grande vision. C'est là que la plupart des propriétaires d'entreprises échouent, selon moi. Ils n'ont pas réellement de clarté sur ce qu'est leur vision à 10 ans. Vous et moi parlions de vos objectifs à 10 ans et de vos buts à 10 ans et de l'engagement envers quelque chose pour 10 ans. Vous aviez vraiment cet état d'esprit avec votre entreprise, vous devriez partager avec chaque personne avec qui vous entrez en contact quelle est cette grande vision. Si vous n'avez pas de grande vision et ne parlez pas de ces sujets, vous aurez évidemment des gens désengagés, désintéressés par une conversation sur l'équité, car ils considèrent votre poste comme un simple emploi. Et votre état d'esprit, parce que vous ne jouez pas un jeu de personnes, c'est que je ne fais que combler des trous dans cette organisation au lieu de vraiment regarder cela de manière stratégique. Comment puis-je trouver des personnes qui veulent monter à bord pour avoir une part de cette entreprise, pour aider à développer cette entreprise? Donc, chaque chose que vous faites, quand il s'agit de comment vous vous présentez avec votre équipe chaque jour, comment vous interviewez le candidat, ce que vous leur demandez de vous démontrer lors du processus d'entretien, demandez-leur leurs objectifs. C'est le plus facile à atteindre pour un propriétaire d'entreprise. Si vous ne demandez pas à quelqu'un quels sont ses objectifs avant qu'il ne vous rejoigne, c'est comme si quelqu'un se mariait.
tomber amoureux et décider rapidement de se marier. Une fois en lune de miel, vous avez cette conversation, vous êtes éperdument amoureux, vous avez cette conversation sur l'autre significatif qui dit « J'ai hâte que nous puissions déménager à la campagne et que nous puissions avoir des terres agricoles et sortir de la ville. Je déteste la ville et nous pouvons avoir tous ces enfants. » Et vous êtes comme « Ouais, attendez une seconde, j'adore la ville. Je veux toujours être dans la ville. » Je ne pensais pas que nous allions avoir des enfants ensemble. Je croyais qu'on serait ensemble pour toujours et qu'on bâtirait cet empire à deux. Il n'y avait aucune coordination sur les objectifs pour ces groupes de personnes. Nous faisons cela à nos membres d'équipe tout le temps. Secrètement, en tant que propriétaires d'entreprise, nous voulons créer ces grandes organisations. Nous avons ces rêves. Nous ne les communiquons pas. Nous publions un post en espérant trouver le meilleur talent, le plus engagé, qui m'aidera enfin dans mon entreprise. Tout à coup, ils embarquent. Nous ne leur avons pas demandé quels étaient leurs objectifs. Ils s'attendent à pointer à l'entrée et à la sortie, ou ils ont d'autres priorités dont nous ne leur avons même pas demandé à l'avance. Pourtant, nous espérons qu'ils nous aident à faire passer notre entreprise de 3 à 8 millions de dollars. Nous n'avons pas placé cette personne dans le rôle de déterminer ce qu'il faut pour passer de 3 à 8 millions de dollars. Savez-vous ce que c'est que de travailler dans une entreprise de 8 millions de dollars? Lorsque vous avez rejoint votre dernière entreprise qui m'impressionne tant, réalisant 50 millions de dollars de chiffre d'affaires, étiez-vous présent dès ce niveau de revenus? Étiez-vous présent lorsqu'ils sont passés de 25 à 50, vous donnant le contexte pour nous aider à atteindre non seulement 8 millions de dollars, mais en réalité un objectif de 50 millions? Et donc, lors de cette conversation avec le candidat, vous devez définir quel est l'objectif de l'organisation. Et une fois qu'ils sont à bord avec vous, vous avez une idée très claire de ce qu'est l'attente. Atteignent-ils les objectifs? Ont-ils une idée claire de ce qu'est leur description de poste? Savent-ils à quoi ressemble le succès dans les 30, 60, 90 premiers jours? Et à ce moment-là, pour nous du moins, c'est là que nous commençons à émettre des actions. Je ne donnerai pas d'action sur un simple espoir, un rêve ou une promesse. Mais beaucoup de cadres de haut niveau veulent cette promesse lorsqu'ils commencent une organisation. Et parce que nous avons essayé de faire cela plusieurs fois, je suis à l'endroit aujourd'hui où je ne le ferai pas. Parce qu'ils arrivent avec ces grands diplômes, ou ils arrivent avec ces 14 années chez Ernst & Young, et ils étaient sur le point de devenir un partenaire. Et puis ils arrivent et s'attendent à ce que notre environnement soit confortable. Cela dépend donc vraiment de ce que le propriétaire d'entreprise tente de créer. Mais si vous êtes vraiment sérieux concernant vos objectifs et avez une vision claire de votre destination, vous devez communiquer cela avec la personne tout le temps. Vous devez presque promouvoir cela plus que vous ne promouvez votre parcours client, plus que vous ne promouvez l'acquisition de nouvelles affaires, car à un certain point, ce n'est pas cela qui va vous empêcher de développer votre entreprise. Ce sera cette partie liée aux personnes, et si vous ne vous concentrez pas sur cette partie liée aux personnes, lorsque vous commencez, vous jouez simplement à ce jeu de taupe et vous comblez des postes et des rôles. Et vous avez cette équipe assemblée à la hâte une fois que vous avez obtenu tous ces clients qui sont dans votre entreprise et l'entreprise n'est pas configurée pour réellement se développer. Je suis super curieux. Parce que, donc, votre... Marie, vous, Brandon, et vous-même, vous avez eu une sortie de 150 et 1 million de dollars, ce qui est phénoménal, n'est-ce pas? Vous venez d'affirmer avoir apporté quelque chose de Kohlberg Kravis Roberts, qui est actuellement la 2e ou 3e plus grande entreprise de capital investissement privé au niveau mondial. Toujours phénoménal, vous continuez, toujours. Mais quand vous avez commencé à travailler avec Grant, je veux détailler même votre expérience parce que ce qu'il a construit et comment il s'est associé à vous deux, donc Brandon et vous-même, pour construire Cardone Ventures. C'est un peu comme un exemple précis de ce que vous dites aux entreprises de faire. Donc, je veux dire, peu d'entreprises peuvent attirer quelqu'un qui a eu une sortie de 151 millions de dollars pour s'associer avec eux. Donc, vous savez, évidemment, je pense que c'est bien de connaître un peu votre histoire et d'où vous venez, mais ensuite de le préparer avec comment cette association s'est-elle produite? Parce que c'est ce que, en tant que propriétaire d'entreprise, si je peux attirer quelqu'un qui a eu ce niveau de sortie, une sortie à 9 chiffres, c'est phénoménal. Je ne peux que rêver. J'essaie d'attirer des gens de Fong, de Facebook, d'Apple et même un entrepreneur qui a quitté son entreprise. C'était un événement très heureux dans nos vies. Et je pense sincèrement que c'est le plus grand cadeau de ma vie jusqu'à présent. C'est que j'ai vu mon mari actuel construire cette entreprise en tant qu'entrepreneur. Il a fondé l'entreprise en 2004. J'y ai travaillé ces dernières années pendant qu'il gérait la tournée et quittait l'organisation. Donc, le virement arrive sur le compte bancaire. Nous étions en Espagne. Et en quelques instants après que le fil est touché,
J'ai juste regardé l'anxiété le submerger parce que tu as cette chose qui se passe dont tu as toujours rêvé. Mais si tu n'as pas de personne autour de toi pour te dire ce qui vient ensuite ou pour t'aider à te préparer à ce que cette expérience est, tu as l'impression que ton but a disparu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Son but avait disparu. Et pendant 2 ans, nous avons traîné avec tout le monde qui avait fait une chose similaire. Ils avaient des sorties. Après la vente de leur entreprise, les gens investissent souvent dans des adhésions au golf. Ils voyagent davantage. Ils achètent des maisons, ils pourraient acheter des choses stupides. Mon mari avait une voiture, une petite addiction pendant un moment. Il a acheté environ 6 voitures en 2 mois. C'était ridicule, c'était beaucoup de voitures. Il aime les voitures, il aime toujours les voitures. Mais il n'y avait aucune influence autour de nous disant que c'est ce qui vient ensuite. Et donc, à l'époque, j'avais 23 ans. Il avait 48 ans. Nous avons une petite différence d'âge. Et je me suis dit, ce n'est pas pour ça que je me suis inscrite. Je me suis inscrite pour construire une entreprise avec vous. Je me suis inscrite pour avoir un but et une mission. Et je ne suis pas d'accord avec le fait que nous parlions à vos copains de golf tous les jours du seul coup que nous avons manqué. Tous les jours. C'était comme la même conversation, le seul coup avec les golfeurs, le seul coup qui a ruiné tout le jeu. Genre, je ne peux pas faire ça. Et donc, j'ai commencé à regarder tous ces influenceurs sur les réseaux sociaux parce que mon mari est brillant et il est captivant et dynamique et drôle et il est vif. Je me suis dit que si eux pouvaient y arriver, moi aussi je le pouvais. Ça fait plus d'un point de vue compétence que la plupart d'entre eux étaient à cette incroyable histoire. Alors, j'ai commencé à regarder tous ces gens des médias sociaux et j'ai montré Grant à lui. Et la première fois qu'il a vu Grant, il était comme si c'était une blague. Mon mari était un homme d'affaires conservateur. Il croyait que notre prochaine étape impliquerait le capital investissement. Je me disais, et si on passait par les réseaux sociaux? J'ai trouvé une liste et l'ai montrée à Grant. Il n'était pas intéressé. J'ai tout de suite pensé, c'est lui l'homme. Je pouvais le percevoir à travers le contenu, mais surtout dans sa relation avec sa femme et ses enfants. Non seulement il créait ce succès financier et avait cette grande mission d'aider les 8 milliards de personnes sur la planète avec l'éducation financière, comme si la mission était folle. Grant, comme quand il parle de 10X, cette poussée qu'il a est très réelle parce qu'il a cette grande mission. Mais ce n'est pas seulement à propos des voitures et des avions et des montres et tout le succès, ce que je voyais tellement, le terrain de golf. Pour lui, il s'agissait plus de comment je crée cette vie et cet héritage pour les autres et aussi avoir une relation incroyable avec ma femme et aussi être un père phénoménal. J'étais donc très intéressée et attirée par cette vie, cette chose 10X qu'il promouvait en ligne. J'ai lu chaque livre, regardé presque toutes les vidéos YouTube et présenté cela à Brandon lors d'un trajet en voiture de 4 heures. J'ai appliqué la règle 10X après l'avoir lu 2 fois à ce moment-là. Au début, il refusait catégoriquement d'écouter ça. Heureusement, il ne sait pas se servir du Bluetooth. La différence d'âge m'aide avec ça. Alors je l'ai forcé à le faire. Il n'a pas pu l'éteindre pendant les 4 heures de trajet en voiture. Quand nous avons rencontré Grant et Elena, notre but était de valider s'ils étaient bien ceux qu'ils prétendaient être, et cela a fait tilt pour lui aussi. Leur public est-il quelqu'un que nous pouvons aider? Ils avaient, à l'époque, Cardinal Capital, qui est une société d'investissement pour l'immobilier résidentiel multifamilial. Ils avaient l'Université Cardinal, une formation en vente. Mais ce que nous savons faire, c'est le développement du leadership, l'embauche et les opérations. Comment regarder les finances et tous ces autres composants de la croissance et de l'expansion d'une entreprise. Nous avons rencontré ce public à GrowthCon en 2019 lors de cet événement auquel participaient 35 000 personnes. Nous avons rencontré ce public que Grant sert actuellement avec seulement 2 canaux. Nous savons que nous pouvons les aider davantage. Nous avons observé Grant et Elena, tels de petits harceleurs étranges, comme si nous observions chaque petit mouvement. Lorsque nous les avons finalement rencontrés, nous leur avons demandé ce qu'il faudrait pour envisager un partenariat et créer ensemble une organisation d'1 milliard de dollars dédiée aux propriétaires d'entreprises. Grant nous a ignorés au début, mais nous savons faire un suivi et continuons à le faire. Et quand cette conversation est devenue réelle, il était si évident que c'était un besoin dans leur organisation. Et c'est ce que nous sommes bons à faire. Et nous avons pu créer ce bilan. Ainsi, durant les 5 dernières années, c'est ce que nous avons bâti. Mais pour moi, peut-être que vous et moi avons une petite philosophie différente à ce sujet et j'aimerais bien débattre de cela potentiellement. Je pense que c'est vraiment difficile quand on choisit des morceaux de mentor parce que je ne veux pas regarder quelqu'un qui a tout ce succès en affaires et qui me dit ce qu'il faut faire pour être grand en affaires, mais qui est un mauvais père.
Comme je ne veux pas écouter cette personne et j'ai du mal à bifurquer cela. C'est une personne parce que pour moi, ils sont une seule personne. Et je veux apprendre de personnes qui ont vraiment tout. Et s'il y a quelqu'un qui correspond exactement à ce que je recherche, je veux écouter cette personne et j'avais l'habitude d'écouter tous ces différents podcasts et YouTube comme si j'étais une étudiante de ce contenu. J'écoutais des couples ayant des affaires séparées, puis soudainement, je cherchais des disputes avec Brandon, où j'avais des problèmes dans notre entreprise à cause du contenu que j'écoutais sur le mariage, même si ce n'était peut-être pas directement lié. Cela a infiltré le fait qu'ils ne travaillaient pas ensemble. Et ce n'était pas mon chemin. Mon chemin était de travailler aux côtés de mon mari dans une entreprise et de devoir trouver cette voie tout en étant une propriétaire d'entreprise, une épouse soutenant dans tous ses rôles. Et c'était déroutant pour moi quand j'essayais d'étudier simplement une partie de quelqu'un. Et donc, pour nous, Grant et Elena c'est vraiment cette famille, mari, femme, enfant, ridiculement réussie d'un point de vue financier et motivée par l'impact. Quand je les ai trouvés, je me suis investie à fond. Et 5 ans plus tard, je le suis. Plus, les mettant sur un piédestal aujourd'hui plus que je ne l'étais à l'époque, et c'est si rare dans le monde d'aujourd'hui où vous mettez quelqu'un sur un piédestal parce que vous pensez qu'il est cette grande personne à partir de tout ce que vous avez regardé sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, toutes les choses amusantes. Vous vous dites « Oh, c'est cette personne », mais ensuite vous les rencontrez souvent et vous avez beaucoup d'expérience avec cela. Vous les rencontrez... Et ne rencontrez pas vos héros, n'est-ce pas? Ils ne le sont pas. C'est un vrai conseil. Ne rencontrez pas vos héros. Pour moi, je les respecte plus après avoir passé des milliers d'heures avec eux qu'aujourd'hui que je ne le faisais à l'époque, parce qu'ils sont réellement qui ils disent être. Pour moi, ils sont meilleurs. Je souhaite qu'ils soient de meilleurs promoteurs de qui ils sont, car je pense que beaucoup de choses leur échappent. C'est donc pour cela que nous nous sommes pleinement investis. Nous avons déménagé de Washington, nous avons déménagé entre ici et Scottsdale. Nous avons passé 5 ans à bâtir cette entreprise en trouvant des mentors qui avaient la vie que nous désirions et qui étaient disposés à nous guider. Nous avons également apporté beaucoup de crédibilité, d'influence, de travail acharné et de stratégie pour donner du sens à ce partenariat. Donc c'est intéressant que vous dites que vous avez trouvé cette personne qui encapsule en quelque sorte tout. Il est très difficile de compartimenter un aspect particulier de la vie de quelqu'un et ensuite ignorer le reste. Et je pense que c'est en fait très sage. Je pense que la raison pour laquelle j'ai le point de vue que j'ai, c'est parce qu'il est très rare de trouver quelqu'un qui encapsule tout ce que vous chercheriez chez une personne. Et je pense que c'est parce que les gens sont si facilement influencés par les réseaux sociaux. Je pense que c'est dangereux. Je pense que c'est moins risqué de regarder quelques personnes différentes que de tout miser sur une seule personne. Parce que si je dis de tout miser sur une seule personne, il y a une forte probabilité que cette personne ne soit pas qui elle prétend être. C'est la préoccupation. Et je pense que nous parlons tout le temps d'accès et je vais vous poser une question impossible à répondre parce que vous m'avez posé des questions impossibles aussi, mais quand vous regardez la sortie et l'accès que vous aviez, quelqu'un dira d'accord, donc je n'ai pas eu une sortie de 150 et 1 million de dollars. Comment puis-je avoir une conversation avec toutes les personnes que j'admire pour vérifier leur identité? Car je veux tout miser sur une personne en particulier. c'est Une chose très difficile à reproduire. Alors, quel serait le conseil pour quelqu'un qui cherche des conseils de mentor? Toutes les personnes en ligne. Si vous ne pouvez pas les rencontrer en personne et passer du temps en tête-à-tête avec eux, comment pouvez-vous étudier tous les autres aspects autour d'eux? Alors avec Grant et Elena, avant de nous asseoir et de les rencontrer, j'ai regardé chaque chose que leurs enfants publiaient. J'ai regardé toutes les coulisses du contenu de leur équipe parce qu'ils ont de bonnes personnes autour d'eux qui se portent garantes pour eux. S'ils n'ont pas de bonnes personnes autour d'eux, mais qu'ils font la promotion, qu'ils savent faire toutes ces choses et qu'ils sont ces grandes personnes, les grandes personnes ont d'autres grandes personnes autour d'eux, c'est un fait. Et donc, ont-ils une entreprise suffisamment grande ou un groupe de leaders autour d'eux qui se portent garants pour eux, qui se présentent et les promeuvent et croient en eux et disent toujours les choses, je veux dire, pour moi, comme je suis leur plus grand panneau d'affichage, mais c'est parce que je le pense vraiment. Et c'est au plus profond de moi que je crois que ces 2 individus sont simplement les plus grandes personnes que j'ai jamais rencontrées. Mais ont-ils beaucoup de personnes à succès autour d'eux et à quoi ressemble leur vie? Les personnes autour d'eux gagnent-elles et accomplissent-elles des choses et réussissent-elles?
Ou les personnes autour d'eux vont-elles en réalité plus mal? Ou ne valorisent-ils pas du tout les personnes autour d'eux? Donc je regarderai vraiment. Ne regardez pas seulement une personne comme Kylie Jenner ou tout autre influenceur de votre choix, mais observez aussi le groupe qui les entoure. Et gagnent-ils ou perdent-ils? Et quand ils se rapprochent de ces personnes, vont-ils plus mal qu'avant? Et pour moi, c'est un signe si facile à déceler si la personne est vraiment influente et capable de créer un environnement où les personnes autour d'elle deviennent plus réussies. Ma définition du leadership est de faire le succès des autres facile. Donc, si vous êtes vraiment un leader, comment pouvez-vous démontrer que vous avez facilité le succès des personnes autour de vous grâce à l'environnement dans lequel elles se trouvent maintenant à cause de vous, grâce à l'exemple que vous créez en leur présence? Vous déteignez sur les gens. Grant a déteint sur les gens. Elena a déteint sur les gens. Ces personnes vont-elles mieux? Et dans la mesure où elles le sont, ce sont ces personnes sur lesquelles vous devriez tout miser. Sinon, je me demanderais s'ils sont vraiment les bonnes personnes à écouter, parce que les personnes qui sont proches d'eux savent où les cadavres sont enterrés si les cadavres ne sont pas enterrés et qu'il n'y a pas de cadavres. Espérons, comme en priant, qu'il n'y ait pas réellement de cadavres, enterrés ou de cadavres morts, au sens figuré. Alors vous savez, en observant les réseaux sociaux et nos anciens collaborateurs, je regrette de ne pas avoir suivi mon propre conseil plus tôt concernant l'investissement dans les entreprises. Beaucoup de personnes dans ce domaine ne sont pas assez critiques envers leurs partenaires. Lorsque vous examinez une affaire commerciale que vous êtes sur le point de faire, quelle est la situation de la famille, de l'ami et du collègue? Je comprends que vous regardez le fondateur ou l'entrepreneur, mais il est difficile de dire juste à travers les finances et à travers quelqu'un faisant une interview s'ils sont vraiment sérieux. Si je peux avoir accès à un dîner avec le fondateur et son conjoint, je suis intéressé. Quelle est la dynamique entre eux deux? Puis-je réellement rencontrer l'équipe et comprendre comment ce fondateur se présente à ses membres d'équipe, car ils vont me montrer une chose, mais ils vont être une personne complètement différente. Et les gens autour d'eux vont montrer un côté totalement différent d'eux. Si j'y ai accès, nous faisons de meilleures affaires. Quand je ne l'ai pas fait, les affaires ont échoué pour nous dans 90% des cas. C'est parce que nous pensions simplement que cette personne était géniale, mais nous n'avions pas le reste de l'image et ils n'avaient pas les mêmes valeurs fondamentales que nous. Ils n'ont pas démontré ces choses même qui sont vraiment importantes pour nous, pas seulement au travail et pas seulement en étant un haut performeur quand ils se présentent, mais le reste de leur vie. Vous savez, quand quelqu'un est un imposteur dans la vie et que personne dans son entourage ne se porte garant pour lui. Et j'adore ce processus. Veut dire, j'ai été impliqué dans beaucoup de conversations sur l'investissement et je pense que beaucoup de l'attention est portée sur le compte de résultats et c'est vraiment là que ça se termine. Et ensuite, vous avez un entretien avec le fondateur et vous découvrez que le fondateur est bon. Mais s'asseoir avec le conjoint de quelqu'un, rencontrer ses amis, je ne sais pas, vous venez d'embaucher quelqu'un de chez Kohlberg Kravis Roberts, font-ils ce niveau de diligence raisonnable lors de l'achat d'une entreprise? Je ne pense pas. Je ne veux tout simplement pas faire d'affaires. Si nous sommes plus petits que Kohlberg Kravis Roberts parce que nous ne sommes pas prêts à supporter les conneries qu'ils sont prêts à supporter, ça me va. Nous avons fait assez de mauvaises affaires pour que je sache que je ne veux faire des affaires qu'avec des personnes en qui j'ai confiance, qui croient en moi, qui soutiennent cette organisation, qui sont éthiques, qui sont réellement ce qu'elles prétendent être. Lorsque vous entrez dans un environnement où les gens sont authentiques, sincères et performants, ils sont fidèles à eux-mêmes. Idéalement, cela repousse les mauvais, mais parfois les gens deviennent tellement avides d'argent ou ils pensent que vous allez abandonner plutôt que vous ne le faites réellement. Ils ont un horizon temporel à court terme et vous avez un horizon temporel à long terme. Comme ma vie est trop courte pour avoir affaire avec ces gens, il y a assez de grands propriétaires d'entreprises là-bas qui sont le type de personnes avec qui je veux passer du temps. Que si nous avons un fonds d'1 milliard de dollars au lieu d'un fonds de 100 milliards de dollars, je suis bien parce que je ne veux pas avoir à faire face aux maux de tête et aux tourments purs et simples, pour être honnête. Et je sais que vous avez vécu des expériences comme celle-ci, le tourment des fondateurs qui sont juste des connards complets. Là, tu ne pourrais pas. Vous pourriez me payer suffisamment, mais c'est tellement plus que ce qu'ils sont réellement capables d'apporter à la table que je ne vais pas faire ça. Et je pense qu'il y a une autre voie. Le fondateur en phase de démarrage écoute cela en pensant qu'il n'est pas une mauvaise personne. Je suis une personne éthique, je coche toutes ces cases, mais vous avez mentionné quelque chose de très intéressant. Vous voulez... Selon vous, le leadership consiste à faciliter le succès des autres. Superbe définition que j'apprécie grandement. Les fondateurs aiment la merde. J'essaie juste de construire une entreprise. Je ne sais pas comment faciliter le succès des autres.
Je ne fais qu'embaucher des gens et j'ai des procédures opérationnelles standards et espère trouver un certain talent. Et c'est tellement que quoi, vous savez, j'essaie de comprendre comment je crée le succès pour les autres. Je connais un peu leurs aspirations et objectifs de carrière, mais c'est d'une start-up après tout. Tout le monde lutte, tout le monde est stressé. Tout est en feu tous les jours et je fais de mon mieux et je travaille de 6 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir. Comment suis-je vraiment censé investir davantage dans mes gens? Une façon simple d'investir dans mes employés pour faciliter leur réussite est de ne pas me considérer comme le propriétaire, car mon propre succès est déjà assuré. Et je pense que c'est une réalité pour beaucoup de gens, surtout dans l'espace des petites et moyennes entreprises et les personnes que vous servez. 10 millions de dollars, rien ne semble facile. Votre réussite entrepreneuriale semble difficile. Alors comment vais-je donner mon énergie et mon temps à toutes les personnes qui travaillent pour moi pour que Nathalie vienne? Elle veut acheter mon entreprise. Ils ne disent pas ça. Ouais, Scott n'est pas un mauvais gars, mais je veux dire, je n'ai pas amélioré mes compétences. Je n'ai rien appris de nouveau. Je fais mon travail même quand nous sommes stressés et que les choses ne fonctionnent pas, ce qui est assez standard dans presque n'importe quelle entreprise. Alors, quelle est la stratégie pour faciliter le succès des gens? Quand vous êtes déjà stressé vous-même? C'est une excellente question. Celle-ci est la plus profonde pour moi. Je dirais que si vous commencez la conversation avec leurs objectifs, quelqu'un vient à vous en gagnant 60 000 $. Je vais vous donner un exemple concret. Quelqu'un vient à vous en gagnant 60 000 $ par an. Il veut gagner 400 000 $ par an. Vous voulez orienter cette personne vers les choses qui lui permettraient de gagner 400 000 $ par an? Un membre de notre équipe gagnait 60 000 $ par an quand il nous a rejoints. Lors de notre conversation plan prévisionnel de formation, ses objectifs pour les 18 prochains mois étaient de gagner 250 000 $. Comme dans le rôle que vous occupez actuellement, c'était une fonction opérationnelle. Il n'y a aucune possibilité que vous gagniez 250 000 $ par an. Ce n'est pas réel dans les 18 prochains mois. En tant que coach, je vous écoute me dire que vous voulez faire quelque chose en tant que propriétaire de l'entreprise. Et si je vous crois que vous voulez faire cette chose, je dois vous dire quand. Cela n'a pas de sens ici. Mais idéalement, vous êtes capable de créer un chemin différent pour garder cette personne vraiment engagée, quelqu'un qui veut être capable de créer quelque chose de grand et partager avec eux à quoi pourrait ressembler le succès. Cette personne n'avait donc jamais rien vendu. Elle préparait son doctorat en chiropratique. Elle venait de finir ses études de chiropratique. Et quand elle s'est assise et m'a dit ça, j'ai dit « La seule façon que je vois que tu rejoignes cette organisation, elle était notre 12e employée et l'unique moyen de gagner 250 000 $ par an est de devenir commercial. Et si tu deviens commercial et que tu apprends la leçon la plus précieuse qu'une entreprise comme la nôtre a du mal à comprendre, à savoir comment attirer des clients et les convertir en nos produits et services, tu serais payé pour cela et même plus. » Après 1 semaine et demie de réflexion, elle a décidé de devenir commerciale. Nous avons fait évoluer sa fonction sur 2 mois. Elle remplit toujours son rôle opérationnel initial, mais s'est orientée vers les ventes, les propriétaires restant dans leur fonction d'origine. Elle a pleuré tous les jours pendant les premiers 90 jours, comme si c'était un travail de rafistolage quotidien, se faisant dire non 250 fois, la plupart du temps les gens ne répondant même pas à l'appel. 1 an plus tard, elle avait gagné 250 000 $. Je pense qu'elle a gagné environ 280. Puis elle a gagné 350. Puis elle a gagné 400 000 $. Mais finalement, elle n'a jamais voulu être une commerciale. Elle voulait gagner 250 000 $ par an pour ensuite pouvoir servir les gens dans le domaine de la santé. En tant qu'organisation, nous avons acquis la petite entreprise Streamline Medical, renommée 10X Health, et ajouté une autre société pour accroître son chiffre d'affaires. Et nous avions besoin d'un directeur des ventes. Ce membre de l'équipe est maintenant le directeur des ventes chez 10X Health, dirigeant une équipe de 50 personnes. Tout cela parce qu'à 24 ans, elle a été très honnête en disant « Je gagne 60 000 $ par an, ma valeur et ma contribution aujourd'hui sont de 50 000 ou 60 000 $ par an, mais j'ai ces objectifs. » Et nous l'avons poussée là où l'entreprise avait besoin d'aide. À ce moment précis, cela l'a ramenée à ses objectifs initiaux, faire partie d'une entreprise de santé et de bien-être, ce qui était lié à la raison pour laquelle elle avait intégré l'école de chiropratique. Et donc, lorsque vous le prenez vraiment comme ce n'est pas ce concept accablant de lier vos membres d'équipe aux objectifs de l'entreprise. C'est un combat corps à corps, une conversation en tête-à-tête. Vous embauchez quelqu'un, ils vous disent qu'il gagne 80 000 $, mais ils ne veulent gagner que 90 000 $. Cette personne va-t-elle vraiment être celle qui vous aidera à créer ce prochain niveau de croissance dans votre entreprise? Probablement pas.
Au début, vous voulez seulement embaucher des membres d'équipe très orientés vers la croissance parce que vous avez besoin qu'ils veuillent grandir. Et puis, quand vous leur parlez et qu'ils vous disent qu'ils ont ces grands objectifs de croissance, comment vous y prenez-vous? Cela ne prend pas des heures, probablement une trentaine de minutes. Avec chaque individu, vous avez une équipe de 12 personnes. D'accord, si Bob veut passer de 420 000 à 120 000, que devrait-il réellement faire dans notre équipe de produits afin de générer 400 000 $ de revenus supplémentaires pour lui permettre de gagner ses 30 000 $ ou 40 000 $ supplémentaires par an? Et si l'écart entre ce qu'ils veulent gagner et ce qu'ils gagnent est si grand, mais qu'ils pensent pas qu'ils peuvent le faire, pourquoi ne pas leur proposer de vous dire quelle valeur ils pourraient ajouter, quelles compétences ils pourraient apporter à la table, dans quoi ils auraient besoin d'investir pour aller apprendre à investir dans l'éducation et les cours et le contenu pour réellement acquérir ces compétences que vous recherchez spécifiquement chez cette personne. Alors, concrètement, comment un propriétaire d'entreprise comme moi peut-il surmonter ce problème? Et vous y pensez individuellement et vous élaborez ces plans pour vos membres d'équipe, plus vous aurez de succès à créer réellement le succès parce que vous avez besoin que ces membres d'équipe améliorent leurs compétences pour grandir. Vous facilitez leur réussite en disant simplement « Super, c'est le cours de marketing. C'est le cours sur les entonnoirs. Voici le contenu de vente, la formation et le plan à suivre. » En tant que propriétaire d'entreprise réalisant 8 millions par an et visant les 50 millions, votre succès est démontré par le fait que vous écoutez ce podcast. Vous améliorez vos compétences. Vous faites cela avec votre équipe. Vous donnez cet exemple de ce qu'il faut. Vous avez un objectif. Vous devenez vraiment technique sur les compétences que vous devez apprendre maintenant pour passer à l'étape suivante. Et ensuite, vous dupliquez cela parmi les autres membres de l'équipe qui vous voient comme la personne qui est l'exemple de réussite au sein de l'organisation. Je pense que vous le faites très bien et je pense que les gens ne comprennent peut-être pas à quel point la stratégie que vous venez de donner est impactante et utile parce que j'ai vu l'autre côté de la chose. J'ai vu le marché où les gens prévoient de passer d'un concurrent à l'autre parce qu'il est plus facile de faire avancer sa carrière en passant de l'entreprise 1 à l'entreprise 2 parce que personne n'investit en eux. Je pense que les plus grandes entreprises le font correctement. Je pense que beaucoup d'entre eux manquent le coche à ce sujet. Je vais même vous raconter une histoire folle. Au début de ma carrière, j'essayais de passer de vente sur les petits marchés aux ventes sur les marchés intermédiaires. Et il y avait une base A et un package de rémunération. Et mon directeur de l'époque, il plaidait pour une rémunération plus élevée. Il proposait les candidats venaient de l'extérieur de l'organisation par opposition à ce qu'il pouvait offrir aux personnes qui étaient promues en interne. Pour une raison inconnue, cela faisait une différence de 10 000 $. En interne, vous obtenez environ 65, mais en venant de l'extérieur, vous pouvez atteindre 75. Ils disent que c'est la chose la plus stupide qu'il ait jamais vue. Donc ce que nous avons finalement fini par faire, c'est que j'ai fini par démissionner puis postuler. Et puis il m'a embauché en tant que candidat externe. Comme c'est stupide pour une entreprise de faire ça. Comme ça, c'est absolument ridicule. C'est donc manifestement le parfait opposé de ce genre de mentalité. Je pense que c'est une manière très intelligente de favoriser le talent. C'est incroyable. De l'intérieur, une réflexion supplémentaire sur ce que vous venez d'évoquer, car j'apprécie beaucoup le sujet. Je crois que les ventes sont une stratégie cruciale. De toute évidence, Cardone est une organisation très lourde. C'est ainsi que tout a commencé. Croyez-vous cela? Et je crois que les entrepreneurs devraient au moins être des vendeurs. Je pense que c'est l'une des compétences les plus importantes, jusqu'à un certain point, comme vous l'avez mentionné. Mais croyez-vous que n'importe qui peut devenir vendeur? Absolument. Chaque personne dans votre organisation, à moins que vous n'ayez un problème de licence, comme dans une entreprise juridique ou dans une poignée d'entreprises médicales, vous ne pouvez pas avoir votre personne de bureau vendant certaines procédures ou certains services. Mais en dehors de certains problèmes de licence, chaque personne dans une organisation devrait être en formation tous les jours sur les produits et services et comment surmonter les objections pour cette entreprise parce que c'est votre expansion, surtout si vous êtes une petite entreprise. Si vous êtes une petite entreprise, vous avez 5 personnes pour vous aider à atteindre vos objectifs de croissance. Si vous n'équipez pas ces 5 personnes pour vous aider, à qui incombe la tâche d'atteindre vos objectifs de croissance? C'est à vous. Vous assumez entièrement toute cette responsabilité vous-même au lieu de dire « Hey, attendez, il y a 5 personnes. Nous sommes tous unis à travers cette mission. Nous sommes tous liés financièrement au succès de cette organisation. Alors, je vais vous équiper des bonnes compétences pour que lorsque vous avez une conversation avec quelqu'un dans un ascenseur, lorsque vous avez une conversation avec un propriétaire d'entreprise qui serait parfait pour notre organisation dans un café ou un bar à smoothies ou dans un restaurant ou à
Un événement de réseautage. Vous pouvez parler avec confiance de vos produits et les amener à conclure. Et si vous ne formez pas vos gens à faire cela, vous acceptez simplement le fait que c'est votre responsabilité. Mais alors vous vous demandez aussi pourquoi tous vos employés sont désengagés. Ils sont désengagés car ils ne savent pas comment augmenter leurs revenus. Vous les avez embauchés, vous avez fixé un salaire pour eux. Vous n'avez pas créé de rémunération incitative. Vous n'avez pas mis en place une structure de commission. Vous ne les formez pas sur les moyens d'augmenter leurs revenus. Alors pourquoi restera-t-il engagé? La seule raison pour laquelle quelqu'un écoute un podcast comme celui-ci est parce qu'il est intéressé par le développement d'un ensemble de compétences. Si votre proposition de valeur dans votre podcast était des histoires de réussite, comment être le même dans un an à partir de maintenant comme vous l'êtes aujourd'hui, personne n'écouterait cela. Ce n'est pas un bon slogan. C'est un slogan terrible. Voilà ce que nous et l'Amérique d'entreprise faisons aux membres de l'équipe. Ils disent de venir car ils vont établir une base pour vous. Nous ne serons pas assez intelligents pour comprendre les indicateurs d'incitation. Nous n'allons pas discuter de vos objectifs par crainte que vous disiez quelque chose d'important pour vous et que vous nous poursuiviez ensuite en justice pour l'avoir dit. Nous venons de créer toutes ces structures étranges et toutes ces règles bizarres où les propriétaires d'entreprises créent en fait un jeu où les gens ne peuvent qu'être désengagés. Leur seul défaut est d'être désengagés, car sinon pourquoi serais-je engagé? Ils ne pensent pas à cette stratégie de personne comme à un jeu où ils jouent à quelque chose et chaque jour, ils ont à découvrir cette différente façon d'engager de grandes personnes, d'obtenir le meilleur talent pour eux-mêmes être des personnes dans une organisation digne d'avoir les meilleures personnes. Alors, ils passent la nuit à se plaindre à leurs conjoints de la terrible attitude de Sally, Bob ou Suzanne et du manque de soutien dans leur entreprise. Eh bien, si vous permettiez aux gens de vendre dans votre entreprise, vous leur donneriez au moins un jeu pour comprendre comment ils peuvent gagner plus d'argent, ce qui est en fait le contrat que vous avez avec eux. Même au sein d'une entreprise familiale, si vous employez quelqu'un dans votre organisation, le contrat entre les membres de l'équipe reste de nature financière. S'ils n'étaient les plus payés, ils ne viendraient même pas travailler lundi. Et pourtant, nous ne continuons pas à créer sur le contrat. Nous hésitons à tenir nos proches responsables de leurs actes par peur de les contrarier, même lorsqu'ils sont en tort. C'est ridicule. Après, on se plaint que les gens ne nous aident pas à développer nos entreprises. Nous n'avons jamais créé de structure pour qu'ils puissent le faire. C'est intéressant. Donc, c'est intéressant parce que j'ai vu exactement le contraire, où une partie de la rémunération variable est liée à la performance de l'entreprise. Pourtant, la personne n'a aucun impact direct ou perçu direct. Tout a un impact, mais cela crée une apathie où peu importe ce qui arrive, on se contente de pointer à l'entrée et à la sortie. Comment amenez-vous les gens à devenir des évangélistes, des commerciaux pour l'entreprise? Comment supprimez-vous le stigmate des ventes? Car il y a toujours un stigmate autour des ventes. Et il y a un certain type de personnes qui aiment le faire. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas être des commerciaux, n'est-ce pas? Alors, comment convaincre quelqu'un d'adhérer à ce concept? Parce qu'une fois que l'argent rentre, c'est facile. Mais il y a tellement de pression et de négativité autour du concept de vente que pour beaucoup de gens, l'écart entre le premier chèque de commission et où ils en sont maintenant dans un rôle de chef de produit est trop grand pour qu'ils comprennent. D'accord, je vais commencer à emprunter ce chemin et je vais commencer à accepter le rejet. Je vais commencer à être à l'aise de me mettre en avant, de contacter des gens par téléphone et par email, d'avoir des conversations et de promouvoir l'entreprise pour laquelle je travaille. Quelle est la façon de tout lier ensemble? J'ai une telle astuce pour cela, ou une passion folle pour cela. Depuis la création de notre entreprise, nous organisons une réunion quotidienne avec chaque employé. Aujourd'hui, à 13h45 de l'Est, 8h45 du Pacifique, toute l'entreprise participera à un appel. Et il y a un tas de choses que nous faisons opérationnellement et culturellement au début de cet appel. Mais à la fin de cet appel, chaque jour, nous tirons ce qu'on appelle la roue Cardone-U. Et la roue Cardone-U signifie Cardone University, a une sorte de roue de la fortune sur un iPad. Et nous faisons tourner la roue et le nom de chaque personne de l'entreprise est sur cette roue. Et donc, elle tourne et elle atterrit sur une personne. Et cette personne partage avec toute l'entreprise, que nous soyons 12 employés ou maintenant 350 employés, ce qu'ils ont appris la veille à l'Université Cardone. Puis, ils jouent un rôle devant tout le monde. C'est tellement stressant. Intégrez-la dans la culture d'entreprise. Alors maintenant, vous ne voulez pas être l'exception qui ne le fait pas. Ne sait pas quelque chose, ça ne peut pas jouer un rôle. Ouais, donc Vous fixez l'attente, mais cela la normalise aussi parce que tout le monde le fait. chacun le fait, que vous soyez dans le produit, la technologie, le recrutement, la vidéographie,
Évidemment, les ventes sont les meilleures, mais parfois, des gens en finance l'écrasent en disant que vous devriez être vendeur. Vous pourriez gagner plus d'argent si vous faisiez ceci plutôt que cela, mais donc nous normalisons cette culture de tout ce que vous voulez dans la vie est une vente. Si vous nous dites vouloir gagner plus d'argent, voici à quoi cela ressemble concrètement. Et nous allons vous donner les outils pour vous aider à vous améliorer dans ce domaine. Nous n'allons pas vous laisser échouer, le but n'est pas de rendre les gens ridicules. Mais imaginez que vous vous présentez à votre premier jour de travail au sein de notre organisation, comme si c'était juste une partie de la culture et que l'équipe est solidaire dans le chat et qu'ils donnent des conseils et qu'ils partagent ce que sont les liens cardinalmentor.com/people. C'est pour l'atelier essentiel à venir. Et ils essaient simplement de comprendre comment aider la personne qui travaille à travers le processus de vente. Mais vous faites un mauvais service à vos membres d'équipe si vous ne soulignez pas que la compétence numéro 1 qu'ils peuvent apprendre dans une entreprise est de vendre. Vous vendez votre équipe, vous vendez le produit, vous vendez l'opportunité, vous vendez constamment, vendant dans n'importe quel rôle réussi. Alors pourquoi pensons-nous que nous ne devrions pas permettre aux gens de perfectionner cet ensemble de compétences, de le développer, de surmonter cet état d'esprit négatif? Selon moi, cela prouve qu'une entreprise n'est pas prête à avoir des discussions plus complexes sur ce qu'est réellement la création de valeur en son sein. La vraie valeur est d'être capable de surmonter les obstacles qui vous rendent mal à l'aise. Si mon responsable produit n'arrive pas à présenter de manière pertinente la proposition de valeur de notre entreprise à un prospect, client, ce n'est pas le bon responsable de produit au sein de notre organisation. Ils peuvent aller travailler, ils peuvent travailler pour Facebook, ils peuvent travailler ailleurs. Ce ne sont pas les bonnes personnes pour nous car nous voulons des gens. Je veux que ce responsable de produit soit capable de me vendre à moi aussi. Pourquoi écouter leur idée s'ils ne peuvent pas travailler avec moi ni avec un client? Ce ne sont pas les bonnes personnes. Ouais, je pense que c'est une stratégie incroyable. C'est vraiment incroyable. Peu d'entreprises font cela, à mon avis. Et la plupart des entreprises échouent. Donc, parce qu'ils ne sont pas prêts à avoir la conversation et que nous devenons si complaisants en disant « je vais juste laisser mes recruteurs être qui ils sont, je suis ». Les développeurs ont une personnalité spécifique et recrutent selon ces critères. Il y a de l'animosité entre le marketing et les ventes. Le marketing se considère comme la composante intellectuelle du revenu, tandis que les ventes affirment être celles qui génèrent réellement l'argent. Et puis vous avez tout cela, ces unités d'affaires compartimentées et cloisonnées, qui ne jouent pas bien ensemble. Je veux dire, aller dans n'importe quelle entreprise, et je veux dire, il n'y a pas de règles strictes, mais aller avoir une conversation entre un Chief Revenue Officer et un Chief Technology Officer. Et c'est comme s'ils parlaient des langues différentes de différentes planètes, et il n'y a pas de cohésion. Et je pense que cela inhibe vraiment, je veux dire, j'ai été sur des appels Zoom, où un Chief Technology Officer refuse même d'allumer une caméra ou continue de travailler jusqu'à 4 heures du matin pour ne pas se présenter aux réunions matinales, des cultures complètement différentes, et vous finissez par vous manquer de respect et vous finissez par rendre tous vos emplois plus difficiles. Aussi, Ça a bien fonctionné, je suppose que ça a très bien fonctionné. Ça, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ça avant. C'est une organisation très axée sur les ventes, mais c'est très intéressant. C'est un nouveau concept que je n'ai jamais entendu auparavant. tu dois arrêter les conneries. Ouais. Comme quel est le but d'une entreprise? C'est de servir les clients. Pour servir les clients, vous devez obtenir des clients. Vous devez vendre. Comme la vente fait partie de la conversation entre le Chief Technology Officer et le Chief Revenue Officer. Nous devons nous rappeler et réaligner nos équipes sur notre raison d'être. Et si nous sommes ici pour résoudre les problèmes clients en expliquant notre excellence, faisons en sorte que cela soit l'acide désoxyribonucléique de l'entreprise. Je ne veux pas entendre la conversation entre le Chief Revenue Officer et le Chief Technology Officer ayant leur comme fief et je vais être de mon côté et notre équipe sera contre vous. Nous sommes une équipe. Nous sommes une équipe qui a une seule attente. Et plus vous vous éloignez de la raison d'être de l'entreprise qui est de vendre aux clients, de faire avancer l'entreprise et idéalement offrir un excellent produit et service, une solution à leurs problèmes, plus vous vous éloignez de cela, vous passez du temps et vos dirigeants passent du temps à gérer ces conneries de différentes opinions, comment nous allons travailler de certaines manières. Donc, en intégrant cela dans notre culture, bien sûr, nous avons eu des gens qui ne voulaient pas en faire partie. Cela ne nous a pas empêchés de grandir. Nous trouverons des personnes intéressées et d'accord avec cela. C'est ainsi que nous souhaitons créer notre culture. Et donc peut-être pour le propriétaire de l'entreprise ou le... En tant qu'auditeur dans une entreprise, vous pensez que cela ne pourrait jamais fonctionner chez vous. Vous vous demandez sûrement pourquoi cela ne marcherait pas dans votre entreprise. Qui contrarieriez-vous? Quand vous pensez à ces individus, il s'agit probablement d'une poignée de personnes, pas d'un groupe entier.
Ils ont tous des égos, oui, mais Alors pourquoi sommes-nous raisonnables avec les égos si nous savons que c'est ce qui est bénéfique non seulement pour votre Chief Technology Officer, votre Chief Technology Officer sait probablement comment se vendre parce que c'est comme ça qu'ils ont obtenu le travail qu'ils ont obtenu en se vendant eux-mêmes. Ils ont une sorte de confiance, ils ont une sorte de compétence qu'ils sont capables de dire « c'est mon CV parce que j'ai pu faire ces grandes choses ». Mais que faisons-nous pour aider ce Chief Technology Officer à développer réellement les compétences de ses membres d'équipe? Nous laissons la personne qui dort jusqu'à 4 heures, qui ne se présente pas aux réunions d'équipe, donner le pire exemple, mais elle est censée aider les personnes en dessous d'elle à atteindre le prochain niveau de succès. Ces personnes ont peu de chances de développer les bonnes compétences, car leur leader ne se concentre pas sur les éléments essentiels. Si vous vous concentrez sur les bonnes choses, les ventes, l'entreprise se développe grâce aux ventes. L'entreprise ne se développe pas grâce à autre chose que les ventes. Il n'y a pas de solution magique qui permet sa croissance. Si nous n'enseignons pas cela aux gens, nous leur rendons un mauvais service et ne leur montrons pas la valeur de leur rôle, qu'ils soient en RH, comptabilité, technologie ou autre. Et quand vous voyez cela, quand vous ne résolvez pas ce problème dès le début et quand vous ne créez pas de cohésion parmi tous les membres de votre équipe, ce que vous voyez à mesure que l'entreprise se développe, c'est que vous verrez différents départements se battre réellement les uns contre les autres. Et j'ai vu cela plusieurs fois où comme une entreprise a été acquise et puis une partie technologique de l'entreprise développait un produit concurrent de celui de l'entreprise nouvellement acquise. Et en gros, vous vous cannibalisez, vous vous faites concurrence, ou vous avez deux produits similaires et la technologie en pousse un et le marketing en pousse un autre, et c'est juste compliqué. C'est très compliqué. Si chacun se sent comme dans un fief, j'adore cette ambiance, comme si tout le monde était en quelque sorte le roi de sa propre petite partie de l'entreprise. Cela crée un tas de désordre et cela ne fera qu'empirer et rendra tout plus difficile à développer à mesure que vous grandissez. Et je pense que c'est probablement pourquoi. Voici les raisons de votre croissance rapide. Vous vous concentrez sur la cohésion, vous mettez l'accent sur le fait que chaque membre de la marque soit un évangéliste et que l'entreprise soit axée sur les personnes et vous avez trouvé des moyens de le faire. Pour construire un processus autour de cela, même avec $1 milliard d'actifs sous gestion, même avec des centaines de millions de dollars de revenus. Beaucoup de gens commencent avec de bonnes intentions, mais en grandissant, ils perdent de vue leurs objectifs initiaux. Et puis, l'Amérique corporative montre ce qui se passe réellement, contrairement à l'exemple de Cardone Ventures, Cardone Capital et Cardone, dont vous tentez de préserver l'image. Donc, vous ne sacrifiez pas cela pour le bien de l'échelle et de la croissance. Bien sûr. Et le propriétaire de petite entreprise, si je peux simplement les exhorter à ne pas être raisonnables, avec leurs 50 premiers membres de l'équipe, comment ne pas laisser les excuses et les personnalités entraver la mission de l'organisation? Vous commencez à construire cette force où vous vous dites « Attendez une seconde, juste parce que Bob a ce super CV et qu'il vient de ce pedigree ne signifie pas qu'il a le droit de diriger mon entreprise et prendre toutes ces décisions d'une manière qui n'est pas en accord avec qui je suis. Si vous pouvez faire cela avec vos 50 premiers membres de l'équipe et avoir vos leaders être le type de personnes qui représentent réellement votre marque et avec qui vous aimez travailler et qui sont un exemple, définissez ce que vous attendez des futurs membres de l'équipe comme votre 200e ou 500e membre. Si ce n'est pas ce que vous ressentez pour vos 50 premiers membres, continuez à écarter les personnes avec qui vous n'êtes pas à l'aise. Vous gardez donc cette philosophie d'être déraisonnable, car lorsque vous avez ces 50 premières personnes, elles vous aideront à développer et agrandir les départements de la bonne façon. Mais si vous commencez à être raisonnable avec votre 5e employé et que les gens deviennent raisonnables pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils ne pensent pas pouvoir trouver de meilleures personnes, ils pensent que les problèmes que Bob a sont meilleurs que les problèmes inconnus que Joe va apporter dans l'entreprise. Ils croient qu'il n'y a pas assez de talent. Ils entendent des histoires sur des employés renégociant leur salaire dès la 2e semaine et d'autres choses aléatoires qui se passent dans une entreprise. Mais vous devez rester fidèle à ce que j'essaie de construire. Ce sont les gens avec qui je souhaite passer du temps. Si vous ne correspondez pas, je suis sûre de trouver quelqu'un qui le fera. Alors non, merci. Non merci, je vais vous remplacer par quelqu'un qui est en accord avec ma vision pour cette entreprise. Et si vous pouvez vous y tenir dès le début en tant que propriétaire d'une petite entreprise, vous aurez la confiance nécessaire pour recommencer avec un Chief Revenue Officer et un Chief Technology Officer problématique, car c'est exactement la même chose à une plus grande échelle et avec plus de membres de l'équipe. J'adore ça. Alors, commencez. Vous pouvez y arriver partout. Vous pouvez obtenir des livres, évidemment.
Donc Amazon mettra des liens dans les notes de l'émission. Quelle serait une chose que vous auriez aimé mettre dans le livre que vous n'avez peut-être pas laissé de côté? Excellente question. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup, mais Une si bonne question. Vous savez, j'enseigne tout le contenu qui est dans le livre. Et assez drôlement, je viens de passer 2 jours à enseigner ce contenu spécifique. Et le groupe de personnes dans la salle sont des propriétaires d'entreprises et des leaders naviguant dans les métriques et les réunions d'équipe trimestrielles. Et ils sont en plein dedans. Et si je pouvais inclure quoi que ce soit, ce que je peux techniquement toujours faire parce que les ressources peuvent être ajoutées et modifiées, je donnerais simplement plus d'exemples concrets de ce à quoi ressemble le succès avec le suivi des métriques, parce que ce n'est pas la même chose pour chaque entreprise. Et donc, je suis une grande apprenante visuelle. Je pense que souvent, les propriétaires d'entreprises sont confus lorsque quelque chose ne s'applique pas immédiatement à leur entreprise et qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment cela pourrait s'y appliquer. Et donc, ils ne font tout simplement pas la chose. Comme s'ils ne comprenaient pas ce qu'est un compte de résultat. Et donc, ils ont tendance à toujours repousser cette chose parce qu'ils ne comprennent pas ce mot. Soudainement, ils dirigent une entreprise sans données financières. Et donc, alors que j'enseignais cela en contenu ce week-end, nous avions différents groupes de personnes dans la salle et je me disais que j'aimerais donner l'exemple d'une réunion trimestrielle d'équipe pour une organisation de services aux entreprises par rapport à une entreprise de chauffage, ventilation et climatisation, car il y a des nuances dans la construction d'une bibliothèque de choses plus tangibles que les gens peuvent vraiment voir, comme « Ah, c'est moi, je vais choisir cette ressource ». Je suis très tactique. Le livre l'est aussi. Je veux juste donner toutes les solutions pour que les gens puissent les mettre en œuvre. Avec du recul, je réalise qu'il y a encore beaucoup d'autres exemples que je pourrais donner. Donc, je vais probablement ajouter plus de ressources au livre. je pense que certaines de ces choses peuvent être accablantes pour les personnes qui dirigent simplement une entreprise, surtout une de 1 à 3 millions. Vous savez probablement, vous pouvez ou ne pouvez pas savoir ce que sont les indicateurs clés de performance. Vous pouvez ou ne pouvez pas savoir ce qu'est un PEL. Occurrer sont divers. Vous savez, une version des indicateurs clés de performance qui peut-être sont un peu plus confus et complexes. Les réunions trimestrielles servent à faire le point sur les progrès et les objectifs de l'entreprise tous les 3 mois. Quel est le but d'une réunion annuelle? Si vous alliez examiner tous les différents indicateurs et choses que les gens devraient regarder en tant que propriétaires d'entreprise. Peut-être. Juste très brièvement, car évidemment, ils vont aller au livre pour obtenir beaucoup plus de nuances. Quelles sont les principales choses qui sont importantes? Quelles choses peuvent être repoussées jusqu'à un point de rupture de 8 millions de dollars? Je repousserai les réunions trimestrielles jusqu'au point de rupture de 8 millions. J'aurai absolument un suivi quotidien des indicateurs au sein de votre entreprise dès le début. Vous y regardez 15 choses qui se passent dans votre entreprise chaque jour entre votre marketing, vos ventes, l'argent collecté et les fonctions opérationnelles. Ces initiatives, vous devriez regarder les changements quotidiennement, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et vraiment comprendre le pouls de votre entreprise. Pas besoin de les regarder chaque semaine si vous les regardez quotidiennement. Et quand vous les regardez tous les jours, je intègre cela dans une réunion quotidienne avec toute l'équipe, car de mon point de vue, si vous êtes une entreprise de chauffage, ventilation et climatisation de 15 personnes et que vous réalisez un chiffre d'affaires d'1 million ou 1,5 million de dollars, vous allez savoir ce qui fonctionne très rapidement si vous observez le changement quotidien. Il ne faut pas être un génie pour comprendre que nous avons obtenu toutes ces pistes hier. Qu'avons-nous bien fait hier? Oh, nous n'avons pas obtenu beaucoup de pistes hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Y avait-il un problème de connexion ou quelque chose de cassé? En observant et en comprenant quotidiennement ce qui se passe dans votre entreprise, vous êtes bien plus en phase avec celle-ci. Et c'est une pratique qui, si vous attendez que vos résultats financiers vous reviennent 1 mois plus tard, ne vous permet pas réellement d'impacter les revenus. Vous ne disposez pas d'effectuer de changements. Et j'encourage vivement les propriétaires d'entreprises à organiser leur journée autour de que se passe-t-il à l'intérieur de l'entreprise? Comment regarder ces indicateurs quotidiens? Comment puis-je trouver du temps pour moi-même et pour les personnes clés dont je dépends pour effectuer un changement ce jour-là en fonction de ce qui ne fonctionne plus? Si quelque chose n'a pas fonctionné hier, comment je trouve du temps dans ma journée d'aujourd'hui pour réparer ou pour regarder ce qui ne fonctionne plus? Combien de jours vais-je continuer comme ça? Combien de semaines? Combien de mois vais-je continuer avant de réaliser que les pistes ne sont pas connectées ou que mon vendeur est en train de lire le mauvais script et que ses conversions sont en baisse? Plus vous êtes petit, plus il est facile de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, de faire moins de choses qui ne fonctionnent pas
de faire plus de choses qui fonctionnent et vous allez pouvoir prendre le temps de faire ces ajustements rapidement si vous regardez ces chiffres tous les jours. Ces mesures ne sont pas prises à la légère. Ce sont des mesures pour me permettre de réorganiser efficacement ma journée, plutôt que de passer mon temps à gérer les problèmes créés par mon équipe. C'est pour réparer quelque chose qui ne marche pas. Diriez-vous que les mesures quotidiennes ou les réunions quotidiennes sont plus importantes? Les deux, les mesures quotidiennes puis une réunion quotidienne. Voici à quoi cela ressemble pour nous aujourd'hui. Je reçois un rapport quotidien de mesures par email chaque matin depuis hier. Cela correspond à notre réunion quotidienne. Immédiatement après, il y a une réunion de direction pour bloquer et gérer ce qui s'est passé, comprendre pourquoi c'est décalé et comment en faire plus. Il est également essentiel de se tourner vers l'avenir et de se demander comment planifier stratégiquement. Et comment corrigeons-nous les choses? Et où allons-nous? Et comment aligner nos initiatives avec ces éléments? Ces choses doivent se produire. Mais la plupart des propriétaires d'entreprises, pour passer d'1 million ou 3 millions et atteindre réellement un objectif de 8 millions ou 10 millions ou 15 millions de dollars, ils doivent prêter attention à ce qui se passe réellement dans leur entreprise aujourd'hui, pas à la prévision future et à la dispersion de toutes les différentes initiatives qui pourraient se produire en ce moment. Et comme des indicateurs avancés du succès plutôt que des indicateurs retardés. Je crois que nous accordons trop d'importance aux métriques de vanité et aux indicateurs retardés. Aussi, Trop, d'accord. Si vous alliez, nous avons couvert beaucoup de choses. Donc, tout ce que nous n'avons pas couvert et que vous vouliez aborder à partir du livre, tout ce que, je veux dire, vous pouvez parler de ce sur quoi vous travaillez maintenant, qui n'est pas les livres. Vous présentez tout le temps. Donc, des ateliers constants, évidemment. On peut discuter là où les gens peuvent vous joindre et obtenir vos réseaux sociaux et identifiants, mais il y a des sujets qu'on n'a pas encore abordés. tu sais, c'est drôle, c'est le premier podcast que j'ai fait en 4 ans où cette chose s'est produite et je veux parler de cela sur le podcast. Cet événement a eu lieu 5 minutes après le début du podcast. Et cette chose qui me tourmentait et ne me permettait pas de parler en public, j'avais une peur terrifiante de parler en public il y a 5 ans, 6 ans, 8 ans. Je n'avais aucune confiance car chaque fois que j'entrais dans une pièce après avoir vécu cet horrible cauchemar de prise de parole en public, cette chose se produisait dans mon cerveau où j'entendais 15 voix différentes en même temps. Et au lieu de pouvoir communiquer ce que je voulais communiquer, 15 personnes différentes me parlaient. Je pouvais à peine entendre mes propres pensées. Et donc, j'ai travaillé avec un coach en prise de parole. Quand vous parlez de répétition, j'ai saisi chaque opportunité pour m'entraîner à faire un toast. Pour animer une réunion de groupe, pour m'enregistrer. Je le faisais pour que je puisse surmonter ce qui m'arrivait. Et la chose la plus folle s'est produite 10 ou peut-être même 5 minutes où cela a eu lieu. Je croyais avoir surmonté ça. Et ce que je veux partager avec le public à travers cette expérience de podcast, c'est que même lorsque vous pensez être bon dans quelque chose, vous n'êtes peut-être pas si bon dans cette chose. Et vous n'êtes jamais au-dessus de ces éléments qui vous inquiètent ou dont vous auriez pu avoir des insécurités il y a des années. Et donc, ce jeu de création d'une entreprise et d'être un orateur public et de comprendre comment acquérir de la confiance et de comprendre comment animer un podcast ou lancer une plateforme de médias sociaux, quoi que ce soit, c'est une opportunité d'apprentissage en constante évolution. Quand vous faites des erreurs ou gâchez quelque chose, il est facile de simplement internaliser. Je crois que c'est l'une de mes superpuissances. Même avec le livre, après avoir appuyé sur publier, il y a plein de choses que je voudrais corriger et améliorer. Mais c'est exactement ce que je pense qui tourmente les gens et les arrête. Ils sont tellement pris dans « je veux en faire plus, je dois le perfectionner » ou ils sont tellement durs avec eux-mêmes qu'ils ne continuent pas simplement à avancer. Et ils ne trouvent pas comment surmonter, d'un point de vue mental, ces moments où ils sont embarrassés ou frustrés ou déçus d'eux-mêmes. Nous n'avons pas trop abordé l'état d'esprit, mais en réécoutant ce podcast, je me dirais sûrement « Bon sang, que s'est-il passé? Comment aurais-je pu agir autrement? Il y a 5 ans, je me serais simplement blâmée pour cette situation que je considère hors de mon contrôle. Je sais que je peux contrôler cela, mais sur le moment, ça semble incontrôlable. » Et j'encourage simplement la personne qui écoute ceci en ce moment. Si vous traversez une épreuve où vous avez l'impression de devoir reculer de 2 pas et que vous continuez à reculer de 2 pas, c'est normal que cela vous arrive. C'est normal qu'il y ait des moments où vous n'êtes pas parfait. Vous devez juste continuer avec la chose et vous devez juste vous rappeler que l'objectif est, dans ce cas, de terminer un podcast, n'est-ce pas? Mais dans les choses plus importantes de la vie, il faut s'assurer que la perfection que vous recherchez n'est pas la chose qui vous empêche réellement de continuer à avancer. Je dirais aussi que ce n'est jamais aussi mauvais qu'on le pense. Je veux dire, ce n'est jamais aussi mauvais que, comme nous sommes, notre perception.
confond ce problème dans notre esprit et cela provoque de la panique et du stress et ce n'est jamais aussi mauvais. Honnêtement, ce n'est jamais perceptible. Parfois, c'est vraiment aussi mauvais. Parfois, cela peut être vraiment très mauvais. Comme avez-vous déjà eu l'un de ces moments où c'est assez mauvais? Quelque chose que vous faites sonne simplement horrible? Oh. Vous bousillez quelque chose. Je l'écoute à nouveau. Ce n'est jamais aussi mauvais que je le pense. Et je comprends aussi maintenant, parce que d'habitude, c'est dans une sorte de performance, comme parler dans un podcast ou parler sur scène. Ce que c'est en réalité, c'est un mécanisme de protection. Et votre cortisol augmente, et vous avez une petite attaque de panique microscopique, et ensuite votre corps doit juste se stabiliser et se normaliser. Mais le truc, c'est que quand nous avons cette attaque de panique, si nous ne savons pas que c'est en fait une réponse naturelle à être mis sur une scène ou à être mis sur La place. nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, et ensuite nous penserons à cette chose au lieu de ce que nous essayons réellement de faire, et en fait, nous créerons cet état d'esprit où nous continuons à penser que cela nous arrive, même si ce n'est pas le cas, et nous continuerons à trébucher, à continuer, et vous pouvez généralement, pour moi du moins, je reconnais mon stress quand ma bouche devient sèche, c'est le seul signe. Maintenant, en le faisant 500 fois ou en parlant sur scène, pas 500 fois, mais assez, je peux le faire. Mais c'est à nouveau simplement dû à la répétition des exercices. C'est 100% à cause de la répétition des exercices. On pourrait faire un podcast entier sur la mentalité, mais je voulais présenter les tactiques. J'adore ces tactiques. Les tactiques sont importantes. Les tactiques sont très importantes. Si les gens veulent entrer en contact avec vous, où devraient-ils aller? Nathalie Dawson. Je suis très active sur Instagram. Je réponds moi-même à tous mes DM. J'adore Instagram. C'est ma plateforme préférée. Retrouvez-moi là-bas. Parfait. Dernière question. Si vous deviez dire une chose à votre moi de 20 ans, que serait-ce? Je dirais à mon moi de 20 ans de tout donner. J'étais tellement préoccupée par ce que les gens pensaient de moi et je me suis tellement enfermée dans mes propres limites que j'ai juste essayé plein de choses. Je n'ai jamais voulu m'engager, même dans les choses que j'appréciais. J'aimais faire du scrapbooking. Le scrapbooking était mon truc, mais j'avais des amis qui se moquaient de moi pour le scrapbooking et donc j'ai arrêté de faire du scrapbooking, ce qui semble ridicule. Mais aujourd'hui, vous voyez des gens qui ont construit une entreprise de scrapbooking d'1 million de dollars ou de 10 millions de dollars ou de 100 millions de dollars parce qu'ils étaient vraiment passionnés et intéressés par cette chose. Et pendant si longtemps, j'ai vraiment eu l'impression de me retenir, surtout à l'âge de 20 ans, de me consacrer entièrement aux choses qui m'intéressaient, parce que j'avais peur et que j'étais insécurisée et vraiment préoccupée par ce que les autres pensent. Et aujourd'hui, les intérêts et les passions que j'ai, je suis folle et une fanatique de ces choses et j'ai ralenti ma croissance de 8 à 10 ans en n'ayant pas cette mentalité beaucoup plus tôt.